Mon mari a glissé un sac dans ma valise en cachette. Alors je l'ai déplacé directement dans le bagage de sa secrétaire. Au moment où nous sommes passés à la sécurité, il a perdu la tête, là, sur place. Il y a des choses dans la vie d'une femme qui, au début, semblent aussi insignifiantes qu'une fermeture éclair mal fermée, un objet déplacé ou une phrase entendue à travers une porte entr'ouverte. Pourtant, si vous y regardez de plus près, c'est ce fil qui dépasse qui finit par défaire tout un rideau de mensonges cachés pendant des années. J'ai découvert ce sac la veille de notre vol pour Nice. Je préparais ma valise pour un voyage d'affaires avec mon mari. Il s'appelle Michel. Il a 7 ans de plus que moi et possède une entreprise de matériaux de construction à Paris. Je m'appelle Emma et j'ai 33 ans. Avant, je travaillais comme comptable, mais après notre mariage, Michel m'a demandé de rester à la maison. Il a dit « Une femme avec un mari qui réussit n'a pas besoin de souffrir dehors. S'occuper de la maison, des repas et des relations familiales, c'était suffisant. » À l'époque, je l'ai cru, avec une naïveté très féminine, pensant qu'un homme qui disait de telles paroles voulait simplement me protéger. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que certains hommes veulent que leurs épouses restent à la maison non par amour, mais pour les maintenir complètement à l'écart de tout, sans rien savoir, sans rien demander et sans avoir le pouvoir de s'immiscer dans leur véritable monde. J'ai toujours eu une habitude très méticuleuse en faisant ma valise. Les vêtements clairs d'un côté, les vêtements sombres de l'autre, les cosmétiques emballés séparément et les documents importants dans une pochette étanche. Avant chaque voyage, je vérifie ma valise au moins 2 fois. Michel avait l'habitude de sourire avec moquerie, disant que j'agissais comme si c'était la guerre, perdant tout un après-midi pour une seule valise. Je ne discutais jamais. Les femmes qui ont vécu un long mariage apprennent une chose. Toutes les phrases d'un mari ne nécessitent pas une réponse, car si vous répondez, c'est toujours vous la première à finir épuisée. Cette nuit-là, en ouvrant la fermeture éclair du compartiment latéral de ma valise, ma main a effleuré un objet étranger, un sac à main gris foncé. Ce n'était pas le mien. Je suis restée immobile pendant quelques secondes. Le sac était en cuir incroyablement doux, avec des fermetures éclairs brillantes et un design compact mais élégant. Je ne reconnaissais pas la marque, mais rien qu'en regardant les coutures, je savais qu'il n'était pas bon marché. J'avais toujours utilisé un vieux sac en toile bleu marine avec les anses effilochées et le fond un peu délavé. Michel l'avait critiqué une fois, disant que la femme d'un PDG portant un tel sac avait l'air d'aller au supermarché. J'avais seulement souri, car je détestais acheter des choses chères avec l'argent des autres, pour qu'on me le reproche ensuite comme une faveur. Dans le salon, Michel parlait au téléphone. Sa voix était très basse, mais la maison était si silencieuse que quelques mots parvinrent à mes oreilles. « Oui, les billets sont réservés. Nous réglerons ça en arrivant là. Bah. Elle ne saura rien. Elle ne saura rien. » Ces 4 mots sont tombés dans ma tête, très légers, mais glaciales. J'ai ouvert le sac gris. À l'intérieur, il y avait une enveloppe en papier craft marron non scellé. J'en ai sorti le contenu et j'ai vu plusieurs reçus de virements bancaires, des contrats photocopiés et un tas de photos prises à la dérobée d'une femme. Un profil de dos sortant d'un ascenseur, debout sur un parking, assise dans un café. Je connaissais cette femme. Elle s'appelait Chloé, l'assistante de direction de Michel. Elle avait 31 ans et était célibataire. Chaque fois qu'elle apparaissait à l'entreprise, elle était impeccablement vêtue, les cheveux parfaitement coiffés et les lèvres peintes d'un rouge juste. Sa voix était toujours douce, mais ses yeux ne semblaient jamais se contenter de rester derrière qui que ce soit. J'avais vu Chloé quelquefois lors des fêtes de Noël de l'entreprise. Elle m'appelait Emma, d'un ton très doux, mais cette douceur ne ressemblait pas à du respect. Elle ressemblait au sourire de quelqu'un qui regarde un objet qu'il pense lui appartiendra tôt ou tard. J'ai regardé attentivement les contrats. Ils portaient la signature de Michel et celle de Chloé dans la section du responsable de l'archivage. Un nom de projet a attiré mon attention. Le projet Côte d'Azur. Le même projet pour lequel Michel m'avait dit l'année précédente qu'il avait perdu plus d'1,5 million d'euros parce que le marché s'était effondré, les clients avaient annulé des commandes et les fournisseurs avaient resserré leurs prix. Cette nuit-là, il était rentré ivre, s'était assis dans le salon, se tenant la tête et se plaignant de la dureté des affaires, et que moi, en restant à la maison, je ne pourrais jamais comprendre. Je lui avais préparé de la soupe, mis une serviette froide sur son front, et je m'étais sentie coupable d'être complètement inutile pour mon mari. Maintenant, en regardant ces lignes de virement, j'ai enfin compris que l'argent n'avait pas disparu. Il avait simplement pris un détour par différents noms. J'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé. L'enveloppe dans le sac dans le compartiment latéral, refermant la fermeture éclair comme si aucune main ne l'avait jamais touché.
Curieusement, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que lorsque certaines blessures sont infligées trop de fois, elles cessent de vous faire crier. Elles vous laissent simplement en silence. J'ai pris une photo du sac avec mon téléphone et l'ai envoyée à ma meilleure amie Sarah avec un seul message, lui demandant de vérifier combien il coûtait. Elle m'a répondu immédiatement, demandant ce qui se passait. J'ai fixé ces mots pendant un long moment et n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures. Michel était parti plus tôt, disant qu'il devait passer au bureau pour récupérer des dossiers. Sa chemise portait la légère odeur d'un parfum étranger, une odeur intense et douce qui n'était pas celle que j'utilisais. Le chauffeur est venu me chercher en bas. Dès qu'il m'a vu, il a mentionné poliment qu'avant d'aller à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, nous passerions par le bureau pour prendre Chloé. J'ai hoché la tête. Quand la voiture est arrivée devant l'immeuble de l'entreprise, Chloé attendait déjà. Elle portait un blazer jaune pâle et un pantalon blanc, traînant une petite valise à main argentée. En entrant dans la voiture, elle s'est tournée et a souri. « Bonjour, Emma !» Je lui ai rendu son sourire. « Bonjour, Chloé !» Du bureau à l'aéroport, Chloé a passé tout son temps au téléphone, parlant exclusivement de contrats, d'horaires de réunion, de clients et de salles de conférence. Elle parlait vite, de manière concise et avec assurance. Elle sonnait plus comme une patronne que comme une assistante. Assise sur la banquette arrière, regardant la ville de Paris défiler de l'autre côté de la fenêtre, j'ai soudain trouvé cela amusant. Il s'est avéré que dans la vie de mon mari, la personne qui agissait le plus comme la femme d'un PDG n'était pas moi. À l'aéroport, Michel était déjà passé par la file rapide de la sécurité. J'ai dit à Chloé de continuer pendant que j'achetais des bonbons à la menthe et que je la suivrais juste après. Chloé n'a rien soupçonné et a emmené sa valise argentée vers le contrôle de sécurité. Je suis restée en arrière, près des chariots à bagages. À ce moment-là, la zone était bondée. Les annonces de l'aéroport, le bruit des roulettes des valises sur le carrelage, les enfants qui pleuraient et les adultes pressés se mélangeaient en une nappe de bruit qui dissimulait parfaitement une petite action. J'ai ouvert ma valise, j'ai sorti le sac gris et j'ai ouvert le compartiment latéral de la valise argentée de Chloé, qui ne nécessitait pas de mot de passe. J'ai glissé le sac gris à l'intérieur. 30 secondes, seulement 30 secondes. J'ai refermé la fermeture éclair, poussé la valise argentée vers l'avant et suis allée enregistrer ma propre grande valise. Puis j'ai marché tranquillement vers la porte de sécurité. Chloé avait déjà passé le scanner corporel et me faisait signe de l'autre côté, me pressant de me dépêcher, car il était presque l'heure d'embarquer. J'ai souri en plaçant ma veste, mon téléphone et mon sac en toile dans le bac en plastique. J'ai franchi le portique de détection de métaux sans alarme, sans rien d'étrange, jusqu'à ce que la valise argentée de Chloé sorte de la machine à rayon X. Juste au moment où elle tendait la main pour la prendre, un agent de la police aux frontières l'a arrêtée. « Madame, un instant, s'il vous plaît. Nous devons inspecter cette valise. » Le visage de Chloé a légèrement changé. « Que se passe-t-il, monsieur ? Ce ne sont que mes affaires pour le voyage d'affaires. S'il vous plaît, coopérez, » a répondu l'agent. À ce moment précis, Michel s'est approché depuis la zone de contrôle rapide. Il portait un costume gris foncé, les cheveux parfaitement coiffés et une montre de luxe brillante à son poignet. En voyant l'agitation au contrôle de sécurité, il a froncé les sourcils, s'est avancé et a demandé ce qui se passait. Chloé l'a regardé immédiatement, la voix légèrement tremblante. « Michel, ils disent qu'il y a un problème avec ma valise cabine. » Michel s'est tourné vers les agents, affirmant qu'elle était son employée et que sa valise ne contenait que des documents de travail. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, l'agent a ouvert le compartiment latéral et a sorti le sac gris foncé. J'ai parfaitement vu le visage de Michel à cet instant. Son sourire s'est figé, ses yeux se sont contractés, ses lèvres se sont entr'ouvertes puis refermées brusquement. Sa main a cherché instinctivement la poche intérieure de sa veste, comme s'il essayait de trouver quelque chose qui pourrait le sauver. Mais il n'y avait rien. L'agent a demandé à qui appartenait le sac. Chloé a rapidement secoué la tête, assurant qu'elle n'en savait rien. L'agent a ouvert le sac, a sorti l'enveloppe marron, et les photos se sont éparpillées juste devant tout le monde. Des photos de Chloé, des contrats, des relevés bancaires. L'air autour de nous a semblé s'arrêter une seconde. Certaines personnes derrière ont commencé à chuchoter, et quelqu'un a même levé un téléphone pour filmer. Michel m'a regardé. J'étais près des bacs d'inspection, tenant le téléphone que je venais de récupérer avec l'expression parfaite d'une épouse déconcertée qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a dégluti difficilement et a parlé avec une énorme difficulté. « Ce sac est à moi. Je pensais le donner à ma femme. » J'ai fait un pas en avant, regardant le sac, regardant Chloé, puis regardant Michel. « À toi ?
ai-je demandé. Ma voix était douce, si douce que même moi. Je ne savais pas si elle contenait une véritable innocence ou un pur sarcasme. Michel m'a fixé, les lèvres tremblantes, incapable de former un seul mot. J'ai laissé échapper un petit rire. Ah, ce doit être juste un malentendu. Puis j'ai parlé très calmement, aussi tranquillement que si le temps était beau aujourd'hui, que le vol partait à l'heure, et que mon mari avait simplement mis par erreur un cadeau dans la valise de sa secrétaire. Mais je savais qu'il avait déjà tout compris. Il y a des batailles qui n'ont pas besoin de cris. Rien qu'en changeant un sac de place, tous les mensonges entrent directement dans la lumière. L'embarquement s'est déroulé sans problème. Le vol a décollé peu après 8 heures du matin. J'étais assise près du hublot avec un livre entre les mains, mais mes yeux ne lisaient en réalité pas une seule ligne. Michel était assis de l'autre côté du couloir. Chloé était assise juste à côté de lui. À l'origine, ce siège appartenait à un autre passager. Mais Chloé a dit naturellement à l'hôtesse de l'air qu'elle avait besoin de parler affaires avec son patron et a réussi à changer de place. Je ne me suis pas opposée. Il y a des moments où plus quelqu'un veut faire une scène, plus il faut se retirer pour lui donner la scène dont il a besoin. Depuis notre passage à la sécurité, le visage de Michel n'était pas revenu à la normale. Il essayait de maintenir une apparence calme, mais il ne cessait de serrer la mâchoire, et ses doigts tapaient constamment sur l'accoudoir. Chloé était assise le dos droit, regardant devant elle, les lèvres pincées, me lançant de temps en temps un regard très rapide avant de détourner les yeux. Je comprenais ce sentiment. Quand quelqu'un se fait prendre avec quelque chose qui ne devrait pas être dans sa valise, sa plus grande peur n'est pas que des étrangers le sachent, mais que la personne qui est censée n'avoir aucune idée agisse avec trop de calme. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière, Michel a détaché sa ceinture et s'est dirigé vers ma rangée. Il s'est penché et a demandé poliment à l'homme assis à côté de moi de changer de siège pour pouvoir s'asseoir avec sa femme. Son ton était poli, mais ne laissait aucune place à un refus. L'homme m'a regardé. J'ai légèrement hoché la tête. Il s'est levé, a pris son sac et s'est déplacé vers le siège vide de Michel. Michel s'est assis à côté de moi. Après un long silence, il a parlé à voix basse, me disant de ne pas trop penser à ce qui s'était passé à l'aéroport. J'ai gardé les yeux sur mon livre. Je ne pense à rien. Ce sac était pour toi, a-t-il dit. Je l'ai juste mis au mauvais endroit. J'ai tourné une page et j'ai demandé très doucement. Tu pensais m'offrir un sac contenant des photos de Chloé et des documents de projet? Michel s'est figé. Je ne l'ai pas regardé, mais je savais que son visage changeait de couleur. Cet homme était si habitué à expliquer les choses à sa manière, si habitué à ce que ses subordonnés acquiescent à chaque ordre, à ce que ses partenaires lui montrent du respect, à ce que sa mère le défende et à ce que sa femme garde le silence. Mais aujourd'hui, une seule de mes questions l'a complètement déséquilibré. Il a baissé encore plus la voix, affirmant que c'était des documents de l'entreprise et qu'il voulait que je comprenne mieux son travail. Quant aux photos de Chloé, il a dit que c'était des dossiers internes des ressources humaines que le département avait dû mélanger. Je me suis tournée pour le regarder. 5 ans de mariage, et ce n'était pas la première fois que je l'entendais mentir. Mais par le passé, je me trompais généralement moi-même en croyant qu'il avait peu, être une excuse valable, que les hommes d'affaires avaient des obligations sociales complexes et qu'une épouse compréhensive devait protéger l'image de son mari. À ce moment-là, cela me semblait simplement ridicule. Des dossiers internes des ressources humaines pris sur des parkings, dans des hôtels et des cafés, et en plus de dos. Michel est resté silencieux. J'ai fermé le livre, la voix toujours ferme. Michel, tu t'expliques beaucoup depuis l'aéroport, mais ce qui est étrange, c'est que je ne t'ai encore posé aucune question. Il m'a regardé pendant un long moment. Dans ses yeux, il y avait de l'analyse, de la frustration et une légère trace de panique. Finalement, il a dit qu'il avait juste peur que je comprenne mal les choses parce qu'elle était son employée et qu'il n'y avait absolument rien en dehors du travail entre eux. J'ai hoché la tête. Alors c'est bon. Ces 4 mots étaient si légers qu'ils semblaient presque rien, mais j'ai vu la main de Michel se crisper sur son genou. Il ne supportait pas mon calme. Une personne coupable veut souvent que l'autre se mette en colère, car la colère lui donne l'occasion de la calmer, de contre-attaquer, de détourner la faute et de tordre l'histoire. Mais quand l'autre personne est complètement calme, elle ne sait pas où frapper. Michel est resté là quelques minutes de plus avant de se lever et de retourner à son siège d'origine. Chloé a penché la tête pour lui demander quelque chose, mais il a seulement secoué la tête. Je me suis remise à regarder les nuages par la fenêtre. Ils étaient d'un blanc éblouissant, doux et froid. Il s'est avéré que certaines choses semblent belles de loin, mais ce n'est que lorsque vous volez directement vers elles que vous réalisez qu'elles ne sont rien de plus que de la vapeur fragile.
J'ai sorti mon téléphone, activé le mode avion et ouvert l'application de notes. Pendant des années, j'avais gardé l'habitude de documenter les événements importants, non pas pour tenir les comptes à qui que ce soit, mais pour me rappeler que mes sentiments avaient toujours une raison valable. J'ai intitulé la nouvelle note « Liste de bagages ». La première ligne que j'ai écrite était « Apparition d'un sac à main gris foncé authentique dans ma valise avant le vol pour Nice ». Deuxième ligne. À l'intérieur, une enveloppe en papier craft, des photos prises à la dérobée de Chloé, des reçus de virements bancaires et des contrats du projet Côte d'Azur. Troisième ligne. Michel affirme qu'il l'a mise au mauvais endroit, mais ma valise est bleu marine avec un petit autocollant sur la poignée. La valise de Chloé est argentée. Impossible de les confondre. Quatrième ligne. Michel affirme que les photos sont des dossiers internes des ressources humaines, mais elles ont été prises dans des lieux privés et sans aucun signe de documentation d'entreprise. À la cinquième ligne, je me suis arrêtée un instant avant d'écrire. Depuis que l'incident s'est produit, Michel n'a cessé de s'expliquer, mais pas une seule fois il ne m'a demandé si je me sentais blessée. En écrivant cela, mes yeux ont un peu piqué, non pas à cause de ces papiers ou de Chloé, mais parce que j'ai soudain réalisé que le plus douloureux dans ce mariage n'était pas que Michel puisse me trahir, mais qu'il n'ait jamais pensé que je méritais d'entendre un seul mot honnête. L'avion a atterri à Nice vers 10 heures du matin. L'entreprise de Michel organisait une conférence avec des clients dans un immense hôtel, en bord de mer sur la promenade des Anglais. La voiture du partenaire attendait déjà à l'extérieur de l'aéroport. Chloé s'est rapidement assise sur le siège passager, serrant ses classeurs et appelant plusieurs personnes pour organiser le programme. Michel et moi nous sommes assis à l'arrière. Il maintenait son apparence soignée, se tournant de temps en temps pour me demander si j'étais fatiguée ou si j'avais besoin d'eau. Je répondais juste ce qu'il fallait, ni froide ni trop proche. L'hôtel donnait directement sur l'océan, tandis que la voiture passait devant les rangées de palmiers. Je me suis soudain souvenu que lors de notre première année de mariage, Michel m'avait emmenée à Nice. À l'époque, il me tenait la main pendant que nous marchions sur la plage de la réserve et me disait que quand il gagnerait assez d'argent, il achèterait un appartement de vacances juste là et m'y emmènerait plusieurs fois par an. Je l'avais cru. Je l'avais tellement cru qu'en rentrant à la maison, j'avais cherché des rideaux blancs sur Internet, imaginant un balcon baigné de soleil. Mais ce qu'une femme craint le plus, ce n'est pas une promesse non tenue. Ce qu'une femme craint le plus, c'est de se réveiller un jour et de se rendre compte que l'homme qui a fait cette promesse ne l'a en réalité jamais mise dans son avenir. Après nous être enregistrés, la réceptionniste a remis 2 clés de chambre, une pour notre chambre et une autre pour la chambre de Chloé au bout du couloir. J'ai remarqué que, lorsque la réceptionniste a lu le numéro de la chambre de Chloé, Michel a levé les yeux très rapidement, comme s'il le savait déjà, mais craignait tout de même que je ne m'en rende compte. J'ai fait semblant de ne pas voir. Dans la chambre, j'ai ouvert la valise pour la défaire. Michel se tenait derrière moi, adoucissant sa voix. Il m'a dit de me reposer l'après-midi et que pour le dîner avec les clients ce soir-là, je devais mettre la robe bleu-vert qu'il avait choisie. Il a dit que si les gens me posaient des questions, tout ce que j'avais à faire était de sourire. Je me suis tournée pour le regarder. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sourire? Michel a semblé légèrement surpris. Il a expliqué qu'il voulait dire que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'il s'occuperait de toute la conversation d'entreprise. J'ai hoché la tête et j'ai sorti la robe du placard pour l'examiner. La robe bleu-vert était magnifique et luxueuse, parfaitement coupée pour correspondre à l'image d'une épouse obéissante marchant aux côtés de son mari. J'ai passé mes doigts sur le tissu et j'ai soudain senti un frisson dans mon cœur. Pendant des années, Michel a toujours su exactement ce que je devais porter pour plaire aux yeux des autres, où je devais m'asseoir pour bien paraître sur les photos et combien je devais parler pour maintenir son image. C'était dommage qu'il n'ait jamais su quand j'ai commencé à me sentir triste. Cet après-midi-là, Chloé a frappé à notre porte, m'invitant à descendre au café de l'hôtel. Elle souriait comme si l'incident de l'aéroport ne s'était jamais produit. « Emma, Michel m'a demandé de te montrer la zone de conférence avant pour que ce soir tu ne te sentes pas dépassée. » J'ai pris mon sac et je me suis levée. Bien sûr, j'adorais la voir. Dans l'ascenseur, Chloé m'a regardée à travers le miroir. Après un moment, elle a dit « Je suppose que tu ne laisses pas ce qui s'est passé ce matin t'affecter, n'est-ce pas? Le travail de Michel est compliqué. Laisser des documents traîner, c'est tout à fait normal. » Je l'ai regardée en retour dans le miroir et j'ai souri. Je n'ai jamais dit que c'était anormal. Chloé s'est étranglée avec ses propres mots. Être voulait-elle que je pose des questions, que je sois jalouse, que je fasse une scène pour pouvoir se faire passer pour la victime, mais j'ai refusé de lui donner cette satisfaction. Le dîner avec les clients a commencé à 18h30.
Michel a passé son bras sous le mien alors que nous entrions dans la salle de bal, souriant, le dos droit, ressemblant exactement à l'homme à succès qu'il était. Il m'a présenté à tous ses partenaires. Voici ma femme Emma. J'ai souri et salué tout le monde. Un homme nommé Robert, propriétaire d'un grand distributeur du Sud, m'a serré la main et a dit « Emma, en personne, vous semblez beaucoup plus jeune que sur les photos. Michel publie toujours des photos de votre cuisine. Vous semblez être une maîtresse de maison incroyable. » J'ai continué à sourire, mais une douleur aiguë m'a frappé la poitrine. Il s'est avéré qu'aux yeux des amis de Michel, j'étais seulement la femme qui était dans la cuisine, fournissant silencieusement l'arrière-plan pour les photos qu'il utilisait pour décorer son image de mari parfait. Au milieu du dîner, Robert a levé son verre vers Michel et a mentionné de manière décontractée « Ah, à propos du projet Côte d'Azur. L'autre jour, j'ai envoyé les données à Chloé. Elle a dit qu'elle gérerait ça directement avec l'équipe financière. » J'ai vu la main de Michel s'immobiliser. Chloé a baissé les yeux sur son téléphone, pendant que je posais simplement mon verre d'eau sur la table avec douceur. Une secrétaire de direction gérant directement les données financières d'un projet qui a perdu plus d'1,5 million d'euros. J'ai gravé cette phrase dans ma mémoire. Cette nuit-là, Michel a beaucoup bu. De retour dans la chambre, il s'est effondré sur le lit, marmonnant « Ne complique pas encore les choses. Je peux tout gérer. » Je suis restée près du lit, le regardant. Cet homme parlait avec une assurance absolue quand il était sobre, mais laissait voir toutes les fissures quand il était ivre. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la note de la liste de bagages et ajouté une nouvelle ligne. Robert a dit « Chloé gère directement les données financières du projet Côte d'Azur. » Le rôle de Chloé va bien au-delà de celui d'une secrétaire de direction. J'ai éteint les lumières et me suis allongée à l'extrémité la plus éloignée du lit. Dehors, sur le balcon, le son des vagues de Nice résonnait de manière rythmée, comme un conteur patient. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas pu dormir. Je savais que le sac gris n'était que le début. Derrière lui se trouvaient les contrats, l'argent, Chloé et un fragment de 5 ans de ma vie que Michel avait transformé en un écran de fumée pour ses actions. Et quand un rideau se déchire, la lumière ne s'arrête pas à une seule fissure. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Michel. Cette habitude venait de mes premières années de mariage, lorsque sa mère vivait avec nous et voulait toujours que sa belle-fille soit la première à se réveiller dans la maison. Même si elle avait déménagé dans sa région natale, cette habitude me collait à la peau comme un fil fin qui ne se cassait pas, même quand plus personne ne s'en souciait. J'ai ouvert la porte du balcon. L'océan le matin n'était pas aussi bruyant que pendant la journée. Les vagues frappaient le rivage avec constance et le vent apportait une légère salinité, juste assez pour vous réveiller sans être brusque. Je suis restée là un long moment avant de rentrer, ouvrant silencieusement mon sac pour prendre mon téléphone. Michel dormait toujours. Il était couché sur le côté, le dos tourné vers moi, respirant régulièrement, mais pas profondément. Il avait toujours eu le sommeil agité, se retournant, parlant parfois dans son sommeil. Avant, chaque fois qu'il faisait ça, je remontais la couverture pour qu'il n'ait pas froid. Maintenant, je l'ai simplement regardé et les laissé faire. J'ai rouvert la liste de bagages, lisant chaque ligne que j'avais écrite la veille. Chaque mot apparaissait clairement, sans exagération, sans émotion, seulement des faits purs. J'ai compris que pour voir où tout cela mènerait, je ne pouvais pas me baser uniquement sur des sentiments. J'avais besoin de choses beaucoup plus concrètes. À 8 heures, Michel s'est réveillé, s'est redressé en se frottant le front, la voix rauque. J'ai une gueule de bois horrible. Je lui ai tendu un verre d'eau que j'avais déjà servi. « Bois ça. Ça aide. » Il l'a pris, l'a bu d'un trait et m'a regardé. Cet après-midi, j'ai une réunion privée avec quelques partenaires. Tu n'as pas besoin de venir. Tu peux rester te reposer dans la chambre. J'ai hoché la tête, demandant comme si c'était tout à fait normal. Chloé vient avec toi? Michel a légèrement hésité, mais a rapidement retrouvé son sang-froid. Oui, elle s'occupe de la paperasse. Je n'ai pas insisté. Poser plus de questions face à de telles réponses n'a aucun sens. Les menteurs préparent toujours des couches d'armure, et plus vous essayez de les enlever, plus vous perdez de temps. Après le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, Michel et Chloé sont partis les premiers. Je leur ai dit que j'allais retourner à la chambre pour me reposer, mais en réalité, je suis restée un peu plus longtemps dans le hall. Je les ai vus sortir par la porte. Chloé marchait légèrement derrière et à côté de Michel. Mais la distance n'était pas celle d'un patron et d'une subordonnée. Cela ressemblait plutôt à une habitude, comme s'ils marchaient ainsi l'un à côté de l'autre depuis longtemps. Je suis montée dans la chambre, je me suis changée et j'ai mis une robe simple. Puis j'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a demandé où je voulais aller.
J'ai réfléchi une seconde et lui ai dit de m'emmener à une agence bancaire proche. Il a hoché la tête. La voiture a longé les routes côtières. Mon cœur n'était ni trop lourd ni soulagé. Il était simplement dans un état de quiétude absolue, comme lorsque vous êtes sur le point d'affronter une tâche désagréable, mais que vous savez qu'elle doit être faite. La banque se trouvait dans une rue animée. Je suis entré, j'ai pris un ticket et j'ai attendu. Quand ce fut mon tour, j'ai présenté ma carte d'identité à la guichetière et lui ai dit que je voulais vérifier certaines transactions liées au compte de mon mari en présentant mon certificat de mariage. La guichetière a semblé hésiter, expliquant que les informations des comptes étaient confidentielles et que sans le consentement direct de Michel, il serait difficile de m'aider. Je m'y attendais. J'ai souri, j'ai ouvert mon téléphone et lui ai montré une photo que j'avais prise la veille du tas de papier du sac gris. Pourriez-vous simplement vérifier si ce numéro de compte appartient à votre banque? Je n'ai pas besoin du solde, juste de connaître le nom du titulaire du compte. La guichetière a regardé la photo, puis m'a de nouveau regardé. Être a-t-elle compris que ce n'était pas une affaire simple. Après quelques secondes, elle m'a demandé à voix basse d'attendre. Environ 10 minutes plus tard, un homme d'âge moyen qui semblait être le directeur est sorti. Il m'a invité à entrer dans un bureau privé. Une fois la porte fermée, il a parlé franchement. « Emma, je sais qui vous êtes. Michel est un client important pour nous. » Je n'étais pas surprise. Les hommes comme Michel laissent des traces partout où ils vont. J'ai posé mon téléphone sur le bureau. Je ne veux mettre personne dans une situation difficile. Je veux juste savoir au nom de qui est ce compte. Le directeur m'a regardé pendant un long moment avant de laisser échapper un léger soupir. Il est au nom de Chloé. Mon cœur n'a pas commencé à battre plus vite, seule une sensation de vide s'est étendue en moi, comme si la dernière pièce du puzzle venait de trouver sa place. Ce compte a des liens avec l'entreprise de mon mari, ai-je demandé. Il n'a pas répondu directement, mais a parlé lentement. Au cours des 3 derniers mois, il y a eu plusieurs virements depuis le compte de l'entreprise vers celui-ci. Les montants ne sont pas négligeables. J'ai hoché la tête. Donc, il ne s'agissait pas seulement d'une liaison personnelle. Il s'agissait d'argent, de l'entreprise, des choses que Michel avait toujours valorisées par-dessus tout. En sortant de la banque, je ne suis pas retournée directement à l'hôtel. J'ai marché un peu et me suis arrêtée dans un petit café. C'était calme, avec seulement quelques personnes travaillant sur leur ordinateur portable. J'ai choisi un coin isolé et j'ai commandé un café noir. J'ai ouvert la liste de bagages et j'ai ajouté une nouvelle ligne. Le compte de l'enveloppe est au nom de Chloé. Multiples virements importants depuis le compte de l'entreprise vers ce compte au cours des 3 derniers mois. Après avoir fini, j'ai laissé mon téléphone sur la table, regardant le café devant moi. Amer mais brutalement clair, contrairement aux explications de Michel, qui étaient toujours mêlées d'un peu de douceur et de flou pour permettre à celui qui les écoutait de se tromper lui-même. Je suis restée là presque 1 heure sans pleurer ni appeler personne. Certaines choses ne deviennent que plus chaotiques lorsqu'elles sont dites à voix haute trop tôt. J'avais besoin de tout garder sous contrôle. En début d'après-midi, je suis retournée à l'hôtel. Dès que je suis entrée dans le hall, j'ai vu Chloé près du comptoir de la réception, parlant au téléphone. Sa voix était basse, mais urgente. « Je te l'ai dit, ne m'appelle pas maintenant. Ce n'est pas sûr ici. » Elle me tournait le dos, donc elle ne m'a pas vue. Je suis restée à quelques pas, sans faire de mouvement pour m'approcher. Un instant plus tard, elle a raccroché, s'est retournée et a sursauté en me voyant. « Emma, où étais-tu passée ?» J'ai souri. Je suis juste sortie marcher pour me changer les idées. Chloé a hoché la tête, mais ses yeux ne pouvaient cacher l'attention. Elle était sur le point de dire quelque chose de plus, mais s'est arrêtée. Michel est dans la salle de conférence numéro 3. Il ne finira probablement pas avant la fin de l'après-midi. J'ai hoché la tête. Oui, je sais. J'ai marché directement vers ma chambre sans poser d'autres questions. Plus tout cela avançait, En fin d'après-midi, Michel est revenu dans la chambre. Il semblait fatigué, mais en me voyant, il a tout de même forcé un sourire. « Tu as déjà dîné ?»« Non. » Descendons au restaurant. Je meurs de faim. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le restaurant de l'hôtel. L'éclairage chaleureux, la musique douce, tout semblait être une soirée normale pour un couple en voyage d'affaires. Michel a commandé à manger, m'a demandé ce que je voulais et m'a servi comme avant. Je l'ai observé un moment, puis j'ai demandé « Michel, combien de comptes bancaires notre entreprise a-t-elle » Il s'est légèrement arrêté. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Juste par curiosité. » Il a bu une gorgée d'eau et a répondu « Quelques comptes selon le projet. » J'ai hoché la tête sans insister. Michel m'a regardé avec un air interrogateur. Être percevait-il quelque chose,
mais pas assez pour le localiser avec précision. Le repas s'est déroulé lentement, sans dispute, sans mots lourds, mais entre nous, une distance invisible s'étendait peu à peu, silencieusement mais indéniablement. Cette nuit-là, après que Michel se soit endormi, j'ai de nouveau ouvert mon téléphone. La liste de bagages était devenue plus longue. Je l'ai lue de haut en bas, et j'ai ajouté la dernière entrée de la journée. Michel ne nie pas l'affaire de l'argent, il l'évite simplement. Son comportement ne relève plus d'un malentendu, mais d'une dissimulation active. J'ai verrouillé l'écran, restant complètement immobile, regardant le plafond. Je savais que je me tenais sur une ligne de partage. D'un côté, il y avait le silence, continuer à jouer le rôle de l'épouse que tout le monde voyait. De l'autre côté, il y avait la confrontation, qui signifierait peu, perdre beaucoup de choses. Mais au moins, je ne me perdrais pas moi-même. Dehors, les vagues continuaient de se briser avec constance, ni plus vite ni plus lentement, simplement infiniment patientes. J'ai soudain compris que certaines choses n'ont pas besoin d'être précipitées. Quand la vérité commence à faire surface, elle trouve son propre chemin. Je n'ai pas dormi profondément cette nuit-là, non pas à cause du bruit, mais parce que mon esprit avait trop de choses à mettre en ordre. Les pièces du puzzle prenaient forme clairement, mais pour former l'image complète, je savais que je ne pouvais pas me précipiter. Avant, j'étais quelqu'un qui faisait confiance facilement, quelqu'un de rapide à pardonner. Le lendemain matin, Michel s'est réveillé avant moi. Quand j'ai ouvert les yeux, il était déjà habillé d'une chemise impeccable, debout devant le miroir, arrangeant son col. En me voyant réveillé, il s'est tourné, la voix plus douce que d'habitude. Je dois rencontrer un autre partenaire aujourd'hui. Je rentrerai peu, être tard. Si tu t'ennuies, sors et amuse-toi. Ne reste pas enfermé dans la chambre. Je me suis redressée, arrangeant soigneusement les couvertures. Oui, je sais. Il m'a regardé comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais s'est retenu. Par le passé, je pensais que ses hésitations étaient simplement dues au fait qu'il était un homme de peu de mots. Maintenant, en y repensant, il était probablement en train de calculer s'il devait dire la vérité ou continuer à mentir. Quand Michel est parti, je ne suis pas sortie en courant. J'ai préparé une tasse de thé et je me suis assise près de la petite table près de la fenêtre. Le soleil du matin entrant dans la chambre n'était pas agressif, juste assez brillant pour tout rendre clair. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai relu une fois de plus la liste de bagages. Chaque ligne était un jalon qui me rappelait que ce n'était plus seulement des sentiments, mais des faits tangibles. J'ai réalisé que j'avais atteint un point de non-retour. Si je m'arrêtais maintenant, tout ce que j'avais fait n'aurait aucun sens. Mais si je continuais, je devrais faire face à un résultat pour lequel je n'étais peu, être pas prête. J'ai envoyé un message à quelqu'un. Oncle David. C'est Emma. Peux-tu m'aider avec quelque chose? Oncle David était un vieil ami de mon père et avocat d'affaires. Je l'appelais oncle depuis mon enfance. Un instant plus tard, il a répondu. Que se passe-t-il, Emma? Tu es libre ce soir? Il m'a envoyé l'adresse d'un café et a ajouté. Je suis justement ici aussi pour affaires. On se voit ce soir. J'ai lu le message. Et j'ai expiré doucement. Parfois, vous avez besoin de quelqu'un d'assez objectif et serein pour écouter sans se laisser emporter par les émotions. Je ne suis pas allée très loin cet après-midi-là. J'ai simplement marché dans le quartier près de l'hôtel, entrant dans une petite supérette pour acheter quelque chose au hasard, des activités banales, mais qui gardaient mon esprit loin d'une spirale. Vers 18 heures, je me suis changée et j'ai pris un taxi pour rencontrer oncle David. Le café était caché dans une rue calme, avec peu de monde. Il était déjà assis là, avec la même contenance que je me souvenais de mon enfance. Emma, il s'est levé quand je me suis approchée. Bonjour, oncle David. Nous nous sommes assis. Il a commandé un thé pour moi et m'a regardé directement. Rien qu'en te voyant, je sais que quelque chose ne va pas. Je ne suis pas passée par 4 chemins. J'ai ouvert mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises, les documents, la liste des transactions, l'accord d'investissement conjoint. Oncle David les a examinés très attentivement, restant silencieux pendant sa lecture. Quand il a terminé, il a posé le téléphone sur la table, la voix plus grave. Ce n'est plus seulement un problème conjugal. Je suis restée silencieuse. Si ces documents sont authentiques, Michel montre des signes de détournement d'actifs de l'entreprise vers une personne privée, quel que soit le nom sous lequel il le met, si ce n'est pas transparent, c'est une responsabilité énorme. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Il m'a regardé, les yeux ni plus doux ni plus froids. Veux-tu sauver le mariage ou veux-tu la vérité? Je m'étais posé cette question de nombreuses fois.
Mais entendre quelqu'un d'autre la dire m'a tout de même pesé sur la poitrine. Je ne veux pas vivre dans un mariage où je dois faire semblant de ne pas savoir, ai-je dit doucement. Oncle David a hoché la tête. Alors tu dois te préparer à deux choses. 1. Des preuves complètes. 2. La force mentale d'accepter le résultat, quel qu'il soit. J'ai serré les mains. J'ai déjà quelques preuves. Ce n'est pas suffisant, a-t-il affirmé franchement. Ce que tu as, ce sont des signaux d'alarme. Pour le prouver, tu dois suivre la piste de l'argent, la relation et l'utilisation finale des fonds. Quant à la partie émotionnelle, tu devras la gérer toi-même. J'ai baissé les yeux vers mon thé. L'eau avait refroidi et son goût s'était dilué, un peu comme mes sentiments à ce moment-là. Je t'aiderai dans mes limites, a-t-il continué. Mais la décision finale reste la tienne. Nous avons parlé un peu plus longtemps, principalement de la manière de rassembler des informations et de ce à quoi je devais prêter attention. Il ne m'a pas conseillé de divorcer, ni de laisser tomber. Il a simplement mis les possibilités sur la table pour que je choisisse. Sur le chemin du retour, je ne me sentais pas plus légère, mais beaucoup plus claire. Au moins, je savais exactement où j'étais et comment je devais parcourir le chemin qui m'attendait. Quand je suis revenue à l'hôtel, Michel était déjà dans la chambre. Il était assis sur une chaise, le téléphone sur la table, l'écran éteint. En me voyant, il a demandé « Où étais-tu si tard ?»« Voir un vieil ami. »« Quel ami ?» Je l'ai regardé sans détourner les yeux. « Oncle David, l'ami de mon père. » Michel s'est figé. J'ai clairement vu le changement dans ses yeux. « Pourquoi l'as-tu rencontré ?»« Juste pour prendre des nouvelles. » L'air de la chambre est devenu plus dense. Michel s'est levé, s'approchant de moi. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas reculé. Je veux juste comprendre complètement ce qui se passe. Comprendre quoi? Sa voix a monté d'un ton. Te comprendre, toi, Chloé et ses fonds. Dès que j'ai dit ça, Michel s'est tu. Il n'y avait plus d'évasion. Il ne pouvait plus faire semblant de ne pas comprendre. Nous étions face à face, séparés seulement de quelques pas, mais on aurait dit qu'il y avait des kilomètres entre nous. Tu as regardé ces choses? A-t-il demandé en baissant la voix. Assez pour savoir que les choses ne sont pas aussi simples que tu le prétends. Michel s'est tourné, se frottant le front. Tu y penses trop. J'ai lentement secoué la tête. Non, je regarde les faits. Il n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, il a dit d'un air épuisé. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-le-moi. Je l'ai regardé directement. Ne me force pas à continuer à deviner. Michel est resté silencieux pendant un long moment. Je ne l'ai pas pressé ni forcé. Certaines réponses n'ont absolument aucune valeur si elles ne sont pas données volontairement. Finalement, il a seulement dit « Donne-moi plus de temps ». J'ai souri faiblement, mais il n'y avait aucune joie. Tu as déjà eu amplement de temps. Nous n'avons pas parlé pendant le reste de la soirée, chacun occupant un coin de la même pièce, mais ne partageant plus une seule pensée. J'ai ouvert mon téléphone et ajouté à la liste de bagages. J'ai confronté Michel directement. Il ne nie pas complètement, mais continue de tout retarder et de demander du temps. Je me suis arrêtée une seconde avant d'ajouter. Tout approche du point de non-retour. J'ai éteint l'écran et je me suis allongée. Michel non plus ne dormait pas. Je pouvais clairement l'entendre se retourner dans le lit et expirer doucement. Il y a des nuits où les gens sont allongés l'un à côté de l'autre, mais vivent dans des mondes complètement différents. Et j'ai su que depuis cette nuit-là, cette distance ne pourrait plus être comblée facilement. Le lendemain matin, aucun de nous n'a mentionné la conversation de la veille. Michel s'est réveillé tôt et s'est préparé comme d'habitude, mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait plus aussi longtemps qu'avant. Ses mouvements étaient rapides et précis, comme s'il évitait activement tout point de friction inutile. « Je pars », a-t-il dit d'une voix normale. « Oui », ai-je répondu. La porte s'est fermée avec un déclic. La chambre est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Je suis restée assise sur le lit un moment avant de sortir sur le balcon. L'océan était toujours là. Les vagues étaient toujours là, intactes face au drame humain. C'est peu, être pour cela que les gens cherchent l'océan quand leur esprit est en désordre. Il ne résout rien, mais il force tout ce que vous avez à l'intérieur à ralentir. Je savais qu'après la nuit précédente, Michel comprenait que je n'étais plus quelqu'un qui laisserait simplement les choses passer, et à partir de ce moment, il serait beaucoup plus prudent. Cela signifiait que si je n'agissais pas rapidement, les traces s'effaceraient peu à peu. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié ce que j'avais. Des photos de documents, des relevés de transactions, mes notes, tout était parfaitement organisé dans un dossier, mais comme l'avait dit oncle David, ce n'était pas suffisant pour tirer une conclusion définitive.
Je me suis souvenu d'un petit détail auquel je n'avais pas prêté trop d'attention auparavant. Dans l'accord d'investissement, en plus de la signature de Michel, il y avait une ligne de notes sur un compte intermédiaire utilisé pour déplacer des capitaux à court terme. À ce moment-là, je l'avais négligé, mais en y repensant maintenant, ce n'était pas si simple. J'ai décidé de retourner à la banque. Cette fois, je n'ai pas interrogé la guichetière. Je me suis assise dans la zone d'attente et j'ai observé. Quand j'ai vu passer le directeur de la veille, je me suis levée et me suis approchée de lui. « Pourrais-je vous demander une chose de plus ?» Il m'a regardé comme s'il s'était déjà attendu à mon retour. « Que voulez-vous savoir de plus ?» J'ai ouvert mon téléphone et lui ai montré la photo de cette ligne de notes. Ce compte intermédiaire, avez-vous des informations à son sujet? Il l'a regardé attentivement et a parlé à voix basse. C'est un compte d'entreprise, mais il n'est pas au nom de l'entreprise de Michel. Alors, au nom de qui est-il? Il a hésité, mais a répondu quand même. D'une autre entreprise créée il n'y a pas si longtemps. Cette entreprise a quelque chose à voir avec Chloé? Il n'a pas répondu avec des mots, mais ses yeux ont tout dit. Je comprends, ai-je dit. Il m'a regardé, parlant plus lentement. Emma, il y a des choses qu'une fois que vous les savez, il est très difficile de revenir en arrière. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas l'intention de revenir en arrière. En sortant de la banque, je ne me sentais plus surprise. Tout s'emboîtait exactement comme je le soupçonnais, sauf qu'à chaque fois qu'un nouveau détail était confirmé, le vide dans ma poitrine grandissait un peu plus. Je suis retournée à l'hôtel, mais je ne suis pas montée dans ma chambre. Je me suis assise dans le hall, j'ai commandé une boisson, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à tout enregistrer. Le compte intermédiaire est au nom d'une société écran distincte liée à Chloé, très probablement un véhicule pour déplacer de l'argent. Après avoir écrit cela, je me suis arrêtée. J'ai compris que cette histoire ne concernait pas seulement les sentiments de Michel pour une autre personne. C'était une chaîne de décisions motivée par la cupidité et le calcul. Cet après-midi-là, je ne suis pas sortie. Je suis restée dans la chambre à attendre Michel. Vers 19h, il est rentré. Aujourd'hui, il n'a même pas essayé d'agir normalement. En entrant, il m'a regardée avec un air plus lourd que d'habitude. « Tu es resté dans la chambre toute la journée ?» a-t-il demandé. « Oui. Tu n'es pas sorti du tout ?»« Ça dépend des jours. » Michel a posé son sac, a enlevé sa veste de costume et s'est assis sur une chaise. L'air entre nous n'était plus un silence évasif, mais un silence d'attente. J'ai été la première à parler. « Michel, au nom de qui est cette société écran intermédiaire ?» Il a levé les yeux et m'a regardé directement. Cette fois, il n'a pas fait semblant d'être confus. « Tu en sais assez pour poser cette question. » Michel a laissé échapper un rire creux. « Tu es allé plus loin que je ne le pensais. » « Parce que j'y suis allé avant toi. » Mes mots l'ont laissé silencieux. Après un moment, il a parlé d'un ton plus bas. « C'est une entreprise partenaire. Quelle sorte de partenaire reçoit des fonds de ton entreprise et les envoie ensuite directement sur le compte personnel de Chloé ?» Michel n'a pas répondu immédiatement. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant dehors. « Je ne l'ai pas pressé, j'ai juste attendu. »« Emma, » a-t-il dit doucement, « il y a des choses dans les affaires qui ne sont pas aussi simples que tu le crois. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de savoir si tu fais quelque chose d'illégal. » Il s'est tourné avec une lueur d'irritation dans les yeux. « Tu doutes de moi? Je te le demande. » La tension dans la chambre est devenue plus dense, mais je n'ai pas élevé la voix ni lancé d'accusation. J'ai maintenu un ton ferme, comme je l'avais décidé depuis le début. Michel a soupiré. Il a admis que certains fonds y avaient été transférés, mais a affirmé que c'était pour faire circuler les flux de trésorerie. Chloé avait seulement mis son nom pour aider. « Pourquoi pas mon nom ?» ai-je demandé. Il s'est figé. « Pourquoi n'as-tu pas mis le nom de ta femme et as-tu choisi une autre femme à sa place ?» Michel n'a pas pu répondre immédiatement. Et ce silence, pour moi, a été la réponse. « Tu ne comprendrais pas, » a-t-il dit avec lassitude. « Alors explique-le-moi. »« Pas maintenant. » Je l'ai regardé et j'ai légèrement hoché la tête. « Bien, alors je trouverai les réponses moi-même. » Cette phrase a fait que Michel m'a regardé plus longtemps. Peu. A-t-il commencé à réaliser que je n'étais plus quelqu'un qui s'arrêterait simplement parce qu'on lui disait non. Cette nuit-là, nous avons dîné en silence. Aucun n'a mentionné Chloé ou l'argent, mais tout était plus présent que jamais. Quand Michel s'est endormi, j'ai ouvert mon téléphone. La liste de bagages s'est allongée. Confirmer que l'entreprise intermédiaire est une société écran. Chloé la dirige sur le papier. Michel autorise les opérations. Michel ne peut expliquer ses motifs et continue de tout retarder.
Je me suis arrêtée, puis j'ai ajouté une autre ligne. La vérité ne consiste plus à savoir si cela s'est produit ou non, mais à la gravité de ce qui s'est passé. J'ai éteint l'écran et je suis restée immobile. Cette fois, je n'ai pas ressenti la piqûre de douleur des premiers jours. À la place, c'était un froid lent, comme de garder la main trop longtemps dans l'eau glacée. Je savais que le plus difficile qui m'attendait n'était pas de trouver plus de preuves, mais d'affronter l'homme en qui j'avais le plus confiance et d'accepter qu'il n'était pas celui que je croyais. Dehors, le vent soufflait plus fort et secouait la porte du balcon. Je suis restée allongée à l'écouter, comprenant que la plus grande tempête n'était pas dehors, mais juste ici, dans mon propre mariage. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans le sentiment d'attente que j'avais eu les jours précédents. Tout était arrivé à un point où attendre une réponse de Michel n'avait plus de sens. Quand la vérité commence à se révéler, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Vous avez seulement besoin du courage de l'affronter. Michel s'est réveillé tôt et s'est préparé comme d'habitude, mais aujourd'hui, avant de partir, il s'est arrêté à la porte. Sa main s'est posée sur la poignée, puis est retombée alors qu'il se tournait pour me regarder. « Emma » m'a-t-il appelé. « Oui » ai-je répondu calmement. « Je sais que tu as beaucoup réfléchi ces derniers jours. » Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Je ne veux pas que les choses aillent trop loin. Je l'ai regardé sans détourner les yeux. Alors c'est à toi de t'arrêter en premier. Mes mots n'étaient pas durs, mais parfaitement clairs. Michel est resté silencieux quelques secondes, puis a légèrement hoché la tête. Je te raconterai tout, mais donne-moi encore un peu de temps. Combien de temps as-tu besoin? Ai-je demandé. Il n'a pas pu répondre, et ce silence, une fois de plus, en disait trop. Michel est parti. La porte s'est fermée, mais cette fois, je ne l'ai pas regardé partir. Je me suis tournée vers l'intérieur de la chambre, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé la liste de bagages. Les lignes de texte ne me provoquaient plus d'anxiété. Elles agissaient plutôt comme une carte déployée devant moi. Je savais exactement ce que je devais faire ce jour-là. J'ai appelé oncle David. « Bonjour » a répondu oncle David. « Hier, tu as dit que j'avais besoin de plus de preuves sur la piste de l'argent et la relation. Je veux continuer. » Il a fait une pause avant de demander. « Es-tu préparé mentalement? » Je n'ai pas d'autre choix. D'accord. Alors suis mes instructions. Premièrement, tu dois identifier clairement cette entreprise intermédiaire, qui la représente légalement, son adresse, ses opérations réelles, et trouver un moyen de la lier à Chloé. Je comprends. Une dernière chose, a-t-il dit doucement. Tu dois te préparer au pire scénario. Si cela éclate au grand jour, ce ne sera pas seulement un drame familial. Cela impliquera les lois françaises et la responsabilité de l'entreprise. J'ai serré mon téléphone. Je sais. J'ai raccroché sans hésiter. Je me suis habillée, j'ai arrêté un taxi, et je suis retournée à la succursale de Nice de l'entreprise de Michel. Quand je suis entrée, Jean, le directeur de la succursale que j'avais déjà rencontré, m'a regardée avec une expression différente, non seulement avec une réserve polie, mais avec une touche de nervosité. Être percevait-il déjà que quelque chose se passait. « Vous êtes revenue, Emma ?» « Oui, j'ai juste besoin de vérifier quelques dossiers de plus. » Il a regardé autour de lui, puis a baissé la voix. « S'il vous plaît, venez dans le bureau à l'arrière. » Nous sommes entrés dans une petite pièce au fond. Une fois la porte fermée, Jean a parlé franchement. « Emma, je sais ce que vous enquêtez, mais ce n'est pas simple. »« Je sais, » ai-je répondu. « C'est pourquoi j'ai besoin de clarifier les choses. » Il a hésité. « Il y a certains documents que je ne peux vraiment pas vous montrer. Je n'ai pas besoin que vous enfreigniez un quelconque protocole, » ai-je dit. « J'ai juste besoin que vous me disiez si cette entreprise intermédiaire a des opérations réelles. » Jean m'a regardé un moment avant de laisser échapper un léger soupir. « Non, un seul mot, mais c'était suffisant. Pas de projet réel, pas de personnel clair, seulement une entité légale créée pour des transactions. »« Qui est derrière ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Sur le papier, c'est une autre personne. Mais tout le monde sait que l'opératrice réelle est Chloé. » J'ai hoché la tête. La dernière pièce de la piste de l'argent était pratiquement complète. « Et Michel ?» ai-je demandé. Jean est resté silencieux, puis a parlé à voix basse. « Michel est celui qui autorise. » Je n'ai rien demandé de plus. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Avant de partir, Jean m'a dit « Emma, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais Michel n'est pas un mauvais type. Parfois, les gens prennent simplement le mauvais chemin. » Je l'ai regardé et j'ai répondu doucement. « Personne ne prend le mauvais chemin naturellement.
C'est toujours un choix. En sortant du bureau, je ne me sentais pas plus légère. En fait, tout était devenu si brutalement clair qu'il n'y avait plus de place pour l'espoir. Cet après-midi-là, je suis retournée à l'hôtel et je ne suis plus sortie. Je suis restée assise dans la chambre, organisant toutes les photos, les notes et les informations de l'oncle David, de la banque et de la succursale. J'ai tout mis en place, exactement comme j'essayais de mettre de l'ordre dans mon propre mariage. Quand Michel est revenu ce soir-là, il est entré et m'a trouvée assise au bureau, entourée de papiers, du téléphone et d'un carnet. Il s'est arrêté net. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai levé les yeux. « Je rassemble tout. » « Rassembler quoi ?»« Tout ce qui concerne toi, Chloé et cet argent. » L'air dans la pièce semblait se figer. Michel s'est approché, regardant les objets sur le bureau. Je n'ai rien caché ni couvert. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé à voix basse. « Je veux savoir avec quel genre de personne je vis. » Tu sors ça complètement de son contexte. J'ai secoué la tête. Je le vois exactement comme il est. Michel a serré les poings. Tu ne me fais pas confiance. Avant, je te faisais confiance. Mais qu'as-tu fait de cette confiance? Tu connais la réponse. Mes mots l'ont laissé silencieux, sans dispute, sans déni, juste un silence lourd et étouffant. Chloé n'est pas juste une secrétaire, ai-je continué. Elle est sur les comptes bancaires. Elle est dans la société écran qui reçoit des fonds de ton compte d'entreprise. Comment expliques-tu ça? Michel s'est tourné, la voix éteinte. Je t'ai déjà dit que c'était pour faire circuler des capitaux. Alors, pourquoi par son intermédiaire? Il n'a pas répondu. Parce que tu avais plus confiance en elle qu'en moi? Ai-je demandé. Michel s'est retourné brusquement, avec une lueur de rage dans les yeux. Ne dis pas ça. Alors, dis-le, toi. J'ai gardé une voix ferme. Pourquoi? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je l'ai regardé. C'était la première fois que je voyais clairement la pure impuissance dans les yeux de l'homme que j'avais autrefois cru tout contrôler. Je ne peux pas parler maintenant, a-t-il finalement dit. J'ai hoché la tête. D'accord, alors je parlerai. Michel m'a fixé. Peu m'importe pour qui tu as des sentiments. Ce qui m'importe, c'est de savoir si tu respectes encore ce mariage. Et d'après ce que je vois, la réponse est non. Il a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu arrêtes immédiatement tout ce qui la concerne. Michel est resté silencieux un long moment. Je n'ai pas insisté, j'ai juste attendu. Finalement, il a dit « Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. » J'ai souri faiblement, sans tristesse. Oui, bien sûr que ce n'est pas simple, car si c'était simple, tu ne l'aurais pas fait. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi dans le même lit. Michel a pris le canapé. J'ai pris le lit. Aucun n'a dit un mot de plus. Mais cette fois, le silence n'était pas une pause d'attente. C'était la marque d'une ligne tracée dans le sable. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai ajouté à la liste de bagages. Société écran confirmée. Chloé la dirige. Michel l'autorise. Michel ne peut rien expliquer et continue de tout retarder. Je me suis arrêtée, puis j'ai écrit la dernière ligne. Le mariage a atteint le point de choix. J'ai éteint l'écran et je me suis allongée. De l'autre côté de la pièce, Michel ne dormait pas non plus. Je l'entendais clairement se retourner, puis rester immobile. Il y a des nuits où l'on ne souhaite plus que le matin arrive, car quand le soleil se lève, tout doit continuer. Et je savais que demain, je ne serais plus seulement la personne qui cherchait la vérité, je devrais être la personne qui déciderait comment vivre avec. Je me suis réveillée avant l'aube. La chambre était si silencieuse que je pouvais clairement entendre la respiration de Michel sur le canapé. Il était allongé sur le dos, me tournant le dos. Une fine couverture le recouvrait dans une posture inconfortable. Il n'avait probablement pas dormi profondément de toute la nuit non plus. Je me suis redressée et suis sortie du lit le plus silencieusement possible. Non pas par peur de le réveiller, mais parce que je ne voulais pas briser le lourd silence qui enveloppait la pièce. Certains silences, s'ils sont brisés, se transforment en choses que les gens ne sont pas prêts à entendre. Je suis sortie sur le balcon. L'air matinal de Nice portait encore une légère fraîcheur. La brise de l'océan portait cette odeur salée familière. Je suis restée là un long moment, sans penser à rien de précis, laissant simplement tout en moi se calmer. La veille, j'avais clairement dit ce que je voulais. Ce n'était ni une menace ni un ultimatum, juste une limite. Mais je savais que pour Michel, s'arrêter n'était plus simple. Et ce fait même m'obligeait à considérer ma prochaine étape. Je suis rentrée et j'ai ouvert mon téléphone. La liste de bagages était toujours là, plus longue que n'importe quelle liste que j'avais écrite dans ma vie. Je l'ai lue une fois de plus, puis j'ai verrouillé l'écran.
Aujourd'hui, je n'avais pas besoin d'ajouter une autre ligne. Aujourd'hui, je devais faire autre chose. Vers 7 heures, Michel s'est réveillé, s'est redressé, a regardé autour de lui un moment, puis m'a regardé. Son regard n'était plus évasif comme les jours précédents, mais il manquait de sa confiance habituelle. « Tu es levé tôt », a-t-il dit. « Oui. » Il est resté silencieux un peu avant de demander. « Tu vas quelque part aujourd'hui ? » « J'ai des choses à faire. » La façon dont je l'ai dit l'a fait s'arrêter. Un petit changement dans la phrase, mais suffisant pour qu'il comprenne que tout était différent. « Quelle chose ?» a-t-il demandé. « Je vais rencontrer Chloé. » L'ambiance dans la pièce a chuté instantanément. Michel m'a fixé, les yeux tendus. « Pourquoi vas-tu la rencontrer ? » « J'ai besoin de l'entendre directement d'elle. »« Ce n'est pas la peine, » a-t-il dit rapidement. « C'est entre toi et moi. Ça suffit. »« Je ne crois pas, » ai-je répondu. « Parce que la personne qui apparaît sur les comptes et dans la société écran, c'est elle, pas toi ?» Michel s'est levé, s'approchant de moi. « Emma, tu compliques tout. Je ne fais que clarifier les choses. » Il m'a regardé un long moment avant de parler doucement. « Je ne veux pas que tu rencontres Chloé. Mais je la rencontrerai. » Ma voix n'était pas forte, mais absolue. Michel a compris que cette fois, je ne lui demandais pas la permission. Il s'est tourné, se frottant le front, puis a dit « Elle ne te dira rien. Je n'ai pas besoin qu'elle me dise tout. J'ai juste besoin de voir comment elle le dit. » Michel n'a rien dit de plus. Peu. Être savait-il qu'il ne pouvait pas m'arrêter avec des mots. Je me suis habillée et préparée à sortir. Avant de partir, j'ai dit « Si tu veux vraiment arrêter ça, aujourd'hui est ta dernière chance de dire la vérité. » Michel ne m'a pas regardé. Il était près de la fenêtre, le dos tourné, sans donner de réponse. Je suis sortie de la chambre. Je n'ai pas appelé Chloé. Je suis allée directement à la succursale, où je savais qu'elle serait. Quand je suis entrée, la réceptionniste m'a regardée avec une expression familière, mais cette fois avec une touche de confusion. Peu, être sentait-il le changement d'ambiance. « Chloé est là ?» ai-je demandé. « Oui, elle est dans son bureau. Je suis montée la voir. Personne ne m'a arrêtée. J'ai marché dans le couloir jusqu'au bureau de Chloé. La porte était légèrement entr'ouverte. J'ai frappé doucement, puis je l'ai ouverte. Chloé était assise à son bureau, tenant un tas de dossiers. En me voyant, elle s'est levée d'un bond, son expression changeant radicalement. « Emma. » J'ai fermé la porte, je suis entrée et je me suis assise sur la chaise en face d'elle. « Assieds-toi. » Chloé ne s'est pas assise immédiatement. Elle est restée là quelques secondes avant de s'asseoir. Lentement, elle a croisé les mains, incapable de cacher son anxiété. Je ne suis pas passée par 4 chemins. J'ai dit « Tu sais pourquoi je suis ici ?» Chloé a baissé les yeux sans répondre. « Le compte à ton nom. La société écran liée à toi. Des fonds de l'entreprise de mon mari y ont été déplacés. Explique-moi. » Chloé a pris une profonde inspiration et a parlé à voix basse. « Tu interprètes mal les choses. » Je l'ai regardée directement. « Tu penses que je suis venue jusqu'ici pour un malentendu ?» Chloé s'est tue. Je n'ai pas insisté, je l'ai juste observé. Après un moment, elle a parlé, la voix légèrement tremblante. Je ne faisais que suivre les ordres de Michel. Des ordres pourquoi ? Ai-je demandé. Il m'a dit de mettre mon nom pour faciliter certaines transactions. Faciliter pour qui ? Ai-je insisté. Chloé n'a pas pu répondre immédiatement. Pour l'entreprise ou pour vous deux ? Ai-je demandé doucement. Cette question lui a fait lever les yeux, avec une lueur de panique. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais dit ce que je croyais, l'ai-je interrompu. Je te le demande. Chloé s'est mordu la lèvre et a dit « Je n'ai aucune relation avec Michel en dehors du travail. » Je l'ai regardé sans aucune expression. J'avais déjà anticipé cette phrase et je savais aussi que ce n'était pas suffisant. « Alors, pourquoi te fait-il autant confiance au point de tout mettre à ton nom ?» ai-je demandé. Chloé est restée silencieuse. Cette fois, le silence s'est prolongé. « Te rends-tu compte de l'impact que cela aura sur toi si ça éclate ?» ai-je continué. « Je sais, » a-t-elle répondu à voix basse. « Alors pourquoi l'as-tu fait quand même ?» Chloé a levé les yeux et a rencontré les miens pour la première fois. « Parce que je n'avais pas le choix. » Cette réponse m'a fait m'arrêter. « Tu n'avais pas le choix, » ai-je répété. « Tu n'es qu'une employée. Michel te l'a demandé et tu ne pouvais pas refuser. Ou tu ne voulais pas refuser. » Chloé s'est figée. Ses yeux ont vacillé avant de baisser à nouveau le regard. « Pense ce que tu veux, » a-t-elle dit à voix basse. Mais ce n'est pas moi qui tire les ficelles, je l'ai regardé un long moment.
Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la peur, mais quelque chose de plus que je n'ai pas voulu nommer. Peu m'importe si tu tires les ficelles ou non, ai-je dit. Ce qui m'importe, c'est ta place dans cette histoire. Chloé n'a pas répondu. Je me suis levée. Je n'aurai pas cette conversation une deuxième fois avec toi, ni avec Michel. Chloé s'est également levée, la voix urgente. Emma. Je me suis arrêtée et me suis retournée vers elle. Tu devrais te préparer à ce qui va suivre. Après avoir dit cela, j'ai ouvert la porte et je suis sortie. Le couloir semblait exactement le même, mais je savais que derrière cette porte, plus rien ne serait pareil. Je suis sortie du bâtiment et j'ai marché dans la rue. Le soleil était haut, la lumière intense et vive. Je suis restée debout un moment, prenant une profonde inspiration. La rencontre ne m'a pas donné beaucoup de nouvelles informations, mais elle m'a donné quelque chose de bien plus important. La façon dont Chloé esquivait, la façon dont elle parlait, et la façon dont elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux en répondant à certaines questions. Je suis retournée à l'hôtel. Michel était dans la chambre. Il s'est levé en me voyant. « Tu es allée la voir ?»« Oui. »« Et qu'a-t-elle dit ?»« Pas grand-chose. » Michel m'a regardé attendant. « Je pense que tu sais exactement ce qu'elle dirait, » ai-je déclaré. Il est resté silencieux. J'ai marché jusqu'au bureau. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la liste de bagages. Et j'ai dit « J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Michel m'a regardé, ses yeux changeants. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai rendu son regard. « Je ne vais plus poser de questions. » Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je vais décider. » L'air de la pièce s'est figé. Michel n'a rien dit de plus. Peut-être a-t-il compris que tout avait franchi le point de non-retour. Cette nuit-là, je n'ai pas ouvert mon téléphone immédiatement. Je suis restée assise seule près de la fenêtre pendant un long moment. La ville en bas était toujours illuminée. Les voitures circulaient toujours. Les gens riaient toujours. La vie à l'extérieur ne s'arrête pas à cause de la tragédie d'une famille. Et peut-être que c'était la façon de l'univers de me rappeler que, quoi que je choisisse, la vie continuerait. Michel ne dormait pas. Je le savais, même s'il ne parlait pas. Il était allongé sur le canapé, me tournant le dos, bougeant de temps en temps. La distance entre nous s'était étendue d'un lit à une pièce entière. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, non pas par insomnie, mais parce que je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai préparé mes affaires, pas grand-chose, juste mes objets personnels. Avec chaque chose que je mettais dans la valise, je la regardais une dernière fois, non par regret, mais pour m'assurer que je ne laissais rien de vital derrière moi. En fermant la fermeture éclair de la valise, Michel est sorti de la salle de bain. Il s'est arrêté en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « Je fais ma valise. Où vas-tu ?»« Je rentre d'abord. » Michel s'est approché, les yeux tendus. « Qu'est-ce que ça veut dire, que tu rentres d'abord ?»« Je n'ai plus besoin de rester ici. » Il est resté silencieux quelques secondes avant de dire « Ce n'est pas encore réglé. »« J'ai déjà réglé ma partie, » ai-je répondu. « Tu vas partir comme ça, sans plus ?» Sa voix a monté. Je l'ai regardé directement. « Je ne pars pas sans plus. Je quitte juste un endroit où je ne veux plus être. » Michel a serré les poings. « Emma, ne rends pas ça plus stressant que ça ne l'est. » « Je ne le rends pas stressant. C'est stressant depuis longtemps. » Il a expiré avec force et a dit « Je t'ai demandé du temps. Je t'ai donné assez de temps. » Et je dis doucement « Mais tu ne l'as pas utilisé pour dire la vérité. » Mes mots l'ont laissé silencieux. Cette fois, il n'y a eu ni réaction ni irritation, juste une quiétude très claire. « Je vais à Lyon, » ai-je continué. « Toi, termine ton travail ici, et quand tu auras fini, nous parlerons. Allez à Lyon. »« Pourquoi faire ?» a-t-il demandé, laissant tomber le masque. Il m'a regardé, les yeux fatigués. « Tu veux divorcer ?» La question était enfin sur la table. Sans détour, sans esquive. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé un moment et j'ai dit « Je veux une réponse claire de ta part. Pas aujourd'hui, mais pas non plus de temps acheté. » Michel a baissé les yeux, posant les deux mains sur la table. « Je ne veux pas te perdre. Et qu'as-tu fait pour me garder ?» ai-je demandé. Il n'a pas pu répondre. J'ai porté la valise jusqu'à la porte. Avant de partir, je me suis arrêtée et j'ai ajouté une dernière chose. Je n'ai jamais eu besoin que tu sois parfait, mais j'avais besoin que tu sois honnête. Après avoir dit cela, j'ai ouvert la porte et je suis sortie. Le couloir était le même que tous les jours, mais à chaque pas, je me sentais différente, ni lourde ni légère, juste avec une décision qu'il m'avait fallu des jours pour obtenir. Je suis descendue dans le hall et j'ai quitté l'hôtel en avance.
La réceptionniste a semblé un peu surprise, mais n'a pas posé de questions. En sortant de l'hôtel, je me suis arrêtée. La brise de l'océan soufflait toujours. Le soleil était haut. J'ai pris une profonde inspiration et je suis montée dans un taxi. Sur le chemin de l'aéroport, je n'ai pas regardé mon téléphone, j'ai seulement observé par la fenêtre. Les rues, les arbres, les vitrines qui défilaient semblaient être un film que j'avais déjà vu et que je n'avais aucun désir de revoir. Je n'ai pas pleuré, être parce que les larmes n'étaient plus nécessaires. Quand je suis arrivée à Lyon, je suis allée directement chez mes parents. Ma mère a ouvert la porte, surprise de me voir. « Tu es rentrée tôt. Le voyage est terminé. » « Oui, il est terminé. » Maman a regardé la valise dans ma main, puis m'a regardée plus attentivement. « Il y a un problème, ma chérie ?» J'ai posé la valise par terre et je suis entrée. « Rien de grave. Je voulais juste être à la maison un moment. » Elle n'a pas insisté. Elle m'a simplement fait entrer. « Va te laver le visage. Le dîner est prêt. » Parfois, les parents n'ont pas besoin de poser trop de questions. Un repas chaud et un espace familier suffisent pour vous empêcher de vous perdre complètement. Mon père était assis dans le salon. En me voyant, il a hoché la tête. « Tu es rentré ?» ?»« Oui. » Il n'a rien demandé, mais je savais qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Le dîner de ce jour-là a été plus lent que d'habitude. Ma mère me mettait de la nourriture dans l'assiette, me posant des questions au hasard. Je répondais normalement. Personne n'a mentionné Michel. Après le dîner, je me suis assise un moment avec mon père. Il a servi un peu de thé et m'a tendu une tasse. « Si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le, » a-t-il dit. Sa voix était profonde. J'ai tenu la tasse, regardant la fine vapeur monter. Je pense à mon mariage. Mon père n'a pas été surpris. Il a seulement hoché la tête. Tu y as assez pensé ? Presque. Qu'est-ce qui te manque ? Prendre la décision moi-même. Il m'a regardé avec des yeux fermes, mais pas durs. Alors, ne laisse personne d'autre la prendre pour toi. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, je suis retournée à notre maison vide à Paris. La maison semblait exactement la même. Mais en ouvrant la porte, j'ai senti un vide indéniable. Non pas par le manque de gens, mais par le manque de sécurité que j'avais autrefois cru exister. J'ai posé la valise, je me suis assise sur le canapé et mon téléphone a vibré. C'était Michel. J'ai regardé l'écran un moment avant de répondre. « Tu es rentré ?» a-t-il demandé. « Oui. Où es-tu ? » « À la maison. » Il est resté silencieux un moment avant de dire. « Je vais rentrer plus tôt. Fais ce que tu veux. Emma, si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Il a expiré doucement. « J'ai besoin de te parler. Quand tu seras à la maison, nous parlerons. » J'ai raccroché. Pas en colère. Pas triste. Simplement sans aucune envie de prolonger un quelconque dialogue. Quand les choses étaient encore floues, j'ai ouvert mon téléphone. Pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas ouvert la liste de bagages. À la place, j'ai ouvert une nouvelle note et j'ai écrit une seule ligne. Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est plus la vérité, mais un choix. Je suis restée à regarder cette phrase pendant un long moment avant de verrouiller l'écran. J'ai dormi seule cette nuit-là, sans le bruit de Michel qui se retournait, sans la présence de la personne sans qui j'avais autrefois pensé ne pas pouvoir vivre. C'était peu, être la première fois que j'affrontais réellement mon mariage, non pas à travers des souvenirs ou des habitudes, mais à travers mon propre choix actif. La nuit suivante, je n'ai pas allumé les lumières du salon, laissant seulement une petite lampe de table briller dans un coin, juste assez pour voir. La maison n'était pas complètement sombre, mais pas assez éclairée non plus pour se sentir à l'aise. L'ai-je délibérément maintenu dans cet entre-deux, reflétant mon propre état émotionnel. Vers 22 heures, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Michel était rentré à la maison. Il est entré et s'est arrêté quelques secondes en me voyant assise sur le canapé. La lumière jaune sur son visage faisait paraître chaque ligne plus épuisée que d'habitude. « Tu es encore réveillé ?» a-t-il demandé. « Je t'attendais. » Il a posé son sac, a enlevé son manteau et s'est assis sur la chaise en face de moi. Il n'y avait pas de distance physique comme dans les jours de l'hôtel, mais le vide invisible entre nous restait intact. « J'ai beaucoup pensé pendant le vol de retour, » a-t-il dit doucement. « Je pense que nous devons tout clarifier. » J'ai hoché la tête. « Vas-y. » Il a baissé les yeux vers la table, croisant les mains. L'idée du sac n'était pas de moi. Je ne l'ai pas interrompu. C'était l'entreprise. Il a continué. Concrètement, le département financier. Ils étaient sous un audit interne. Certains fonds étaient complètement hors des livres, directement liés à Linda. C'était la première fois qu'il disait son nom.
Linda était la directrice financière. Linda est celle qui est en charge de ce département, a dit Michel. Mais si cela éclate, elle ne tombe pas seule. Je tombe avec elle. Pourquoi tomberais-tu? Ai-je demandé. Parce que je donne l'approbation finale. La réponse a été brève, mais suffisante pour que je comprenne l'étendue. Ce sac contenait des documents? Ai-je demandé. Pas seulement des documents, a-t-il dit. Il y avait aussi de l'argent liquide. Je suis restée silencieuse. Le plan initial était de sortir ce sac dans une valise cabine, en évitant les contrôles internes, a-t-il dit. Ensuite, quelqu'un le récupérerait de l'autre côté. La destinataire était Linda, ai-je demandé. Michel a hoché la tête. Pourquoi ma valise? Ai-je demandé sans détour. Il est resté silencieux un moment avant de répondre. Parce que tu es la seule personne dont personne ne se méfierait. Cette réponse m'a fait laisser échapper un léger rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était effrontément évident. Alors tu m'as choisi, ai-je dit. Parce que j'étais sûre. Michel a levé les yeux. Je n'ai jamais pensé que ça irait si loin. Tu n'y as jamais pensé ou tu as choisi de ne pas y penser? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Un moment plus tard, il a dit « On m'a forcé. » Qui t'a forcé? Le conseil d'administration. Quelqu'un t'a mis un couteau sous la gorge? Ai-je demandé, la voix toujours parfaitement calme. Michel a froncé les sourcils. Emma, ne dis pas ça. J'essaie juste de mesurer exactement à quel point tu as été forcée, ai-je répondu. Il a soupiré. Je ne pouvais pas dire non. Si je refusais, il me mettrait toute la responsabilité sur le dos. Je perdrais tout. Et tu as pensé que me la refiler te sauverait? Ai-je demandé. Michel est resté silencieux. Cette question n'avait plus besoin de réponse. Je comprends, ai-je dit doucement. Tu as choisi le chemin le moins risqué pour toi. Ce n'est pas ça, a-t-il dit rapidement. J'ai calculé pour que personne ne le sache. Mais tu n'as pas calculé la possibilité que je le sache, ai-je répondu. Il m'a regardé, les yeux vacillants. Je suis désolée. Cette excuse est arrivée trop tard et ne signifiait plus absolument rien. Et toi, Elinda? Ai-je demandé. Michel s'est figé. Dis tout d'un coup, l'ai-je interrompu. Je suis fatiguée d'entendre les choses par morceaux. Il est resté silencieux un long moment. L'espace entre nous est devenu plus lourd à chaque seconde. Linda et moi, nous nous voyons, a-t-il dit à voix basse. Même si je m'y étais préparée, cette phrase a tout de même fait que mon cœur s'est arrêté un battement. Depuis quand? Ai-je demandé. Environ 6 mois. Ça a commencé avant ou après le problème de l'audit financier? Ai-je insisté. Après. Alors, c'était les affaires et le plaisir en même temps. Ce n'était pas de l'amour, a-t-il réagi rapidement. C'était juste... C'était juste quoi? Ai-je demandé. Il n'a pas pu finir sa phrase. Je l'ai regardé un moment et j'ai dit « Tu n'as pas besoin de l'expliquer comme ça. » Ça n'améliore rien. Michel a baissé la tête. « J'ai eu tort. Je le sais, » a-t-il dit. Un silence étouffant s'est emparé du salon. Pas de dispute, pas d'interrogatoire, juste la vérité crue et glaciale là, sur la table. « J'ai une dernière question, » ai-je dit. Michel a levé les yeux. « Si je ne l'avais pas découvert, qu'aurais-tu fait ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Mais cette fois, j'ai attendu. « J'aurais continué ?» a-t-il dit quelques secondes plus tard. Cette réponse était plus définitive que n'importe quelle excuse qu'il m'avait offerte auparavant. J'ai hoché la tête. « C'est suffisant. » Michel m'a regardé, baissant la voix. « Emma, je sais que je n'ai plus le droit de me défendre, mais je veux quand même te demander. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis adossée au canapé, le regardant directement. Je ne vais pas rester dans un mariage où on m'utilise comme un outil. Il a fermé les yeux une seconde. « Je comprends, » a-t-il dit. « Mais je ne veux pas non plus prendre de décisions purement émotionnelles, » ai-je continué. « Ce n'est plus seulement entre toi et moi. Cela implique les lois, ta carrière et nos familles. Tu veux que je... » Il s'est interrompu. « Je veux que tu t'occupes d'abord de ta partie, » ai-je dit. « Avec l'entreprise, avec Linda et avec les délits que tu as commis. » Michel a hoché la tête doucement. « Je le ferai. Après ça, » ai-je continué, « nous réglerons notre partie. Un divorce? » a-t-il demandé. Je l'ai regardé sans répondre immédiatement. « Je n'ai pas dit divorce, » ai-je dit. Mais je ne vois aucune raison de continuer non plus. Ce n'était pas une menace. C'était un fait. Michel s'est tu. « Je te donnerai du temps, » ai-je dit. Mais cette fois, ce n'est pas pour que tu réfléchisses, c'est pour que tu agisses. Il a hoché la tête.
Je comprends. Je me suis levée. Cette nuit, tu dors ici. Il ne s'est pas opposé. Il savait probablement qu'il avait de toute façon perdu ce droit. Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte, sans la claquer, mais avec décision. Dans cette pièce familière, tout était pareil. Mais je savais que depuis cette nuit, tout était irréversiblement différent. Je me suis allongée sur le lit, regardant le plafond. Je ne ressentais pas la douleur étouffante des jours précédents, ni un soulagement complet. Juste une clarté brutale. Au moins, j'avais les réponses. Au moins, je n'étais plus ancrée à l'inconnu. Dehors, j'ai entendu Michel bouger, puis le silence absolu est revenu. Je ne me suis pas endormie tout de suite, mais je n'ai pas trop pensé non plus. Certaines choses, une fois claires, ne nécessitent plus de réflexion. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre le lendemain matin, Michel était déjà réveillé. Il était sur le balcon, en train de fumer. Je suis sortie. Il s'est tourné pour me regarder sans rien dire. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions plus un couple au sens propre du terme. Seulement 2 personnes debout devant une décision énorme, et cette fois, personne ne pouvait fuir. Ce matin-là, je n'ai posé aucune question à Michel. J'ai préparé du café, posant 2 tasses sur la table par vieille habitude, mais je ne l'ai pas appelé. Il est entré de lui-même et s'est assis en face de moi. Nous savions tous les deux qu'à partir de ce moment, chaque mot prononcé avait un poids énorme. Il n'y avait plus de place pour le flou. Michel a pris une gorgée de café et a parlé le premier. J'ai contacté l'entreprise. Je ne l'ai pas regardé. Et ils veulent que j'aille à une réunion directe cet après-midi, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Tu devrais y aller. Je vais tout avouer, a ajouté Michel, la voix lourde. Plus de dissimulation. J'ai fait une pause de quelques secondes avant de demander. Tout avouer pour protéger qui? Michel a levé les yeux vers moi. Ce n'était pas une question facile. Je vais avouer pour assumer mes responsabilités, a-t-il répondu. Bien, ai-je dit. Au moins, cette fois, tu as choisi le bon chemin. Michel a baissé les yeux sans rien dire de plus. Je savais que ce n'était pas facile pour lui, mais certaines erreurs, si vous ne vous levez pas pour les porter vous-même, personne ne les portera pour vous. La matinée s'est écoulée lentement. Je ne suis pas allée travailler. J'ai appelé et demandé un jour de congé personnel. Ma chef a demandé si tout allait bien. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de temps pour gérer une affaire de famille. Elle n'a pas insisté. Elle m'a juste dit de la prévenir si j'avais besoin de soutien. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. À la maison, j'ai rangé mon placard, non pas parce qu'il était en désordre, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose pour empêcher mon esprit de sombrer dans une spirale de pensées négatives. J'ai plié chaque chemise, réorganisé chaque tiroir. Il y avait des choses que j'avais achetées pour Michel et qui semblaient encore neuves. Il y avait les costumes qu'il portait pour aller au travail. Avant, je pensais qu'il faisait des efforts pour notre famille. Maintenant, en y repensant, rien n'était aussi simple que je l'avais cru. À midi, Michel s'est préparé à sortir. Il a mis une chemise blanche impeccable, comme il le faisait pour toute réunion importante par le passé. « Je pars », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Oui ?» Il est resté là quelques secondes, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais s'est retenu, a ouvert la porte et est sorti. La porte s'est fermée et la maison est devenue complètement silencieuse. Je me suis assise sur la chaise, regardant le vide devant moi. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais détachée de mes émotions, sans colère aveuglante, sans panique intense, juste une sobriété froide, assez vive pour tout voir clairement. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. C'était Michel. J'ai regardé l'écran quelques secondes avant de répondre. « Je t'écoute. » Sa voix de l'autre côté semblait rauque. « Je suis au siège de l'entreprise. J'ai terminé la réunion et les choses sont bien pires que ce que je pensais. » Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. « Il le savait déjà, » a dit Michel. Ce n'était pas seulement un soupçon d'Audi, ils avaient des preuves solides. « Quel genre de preuves ?» ai-je demandé. « Des relevés de transactions, des emails et même des enregistrements de caméras. » J'ai froncé les sourcils. « Des caméras dans ton bureau ?» Non. Des caméras publiques. Des images de sécurité interne. Je vois. Donc, l'entreprise vous surveillait depuis un moment. Alors, pourquoi t'ont-ils appelé ? Ai-je demandé. Pour une déclaration formelle, a-t-il dit, et pour voir si je coopérais. Qu'as-tu dit ? J'ai admis ma part, a répondu Michel. Quant à Linda, ils en avaient déjà assez pour la couler. J'ai expiré doucement. Et toi ? Je suis suspendue indéfiniment.
a-t-il dit, en attente de l'examen final de l'entreprise et de la justice. Y a-t-il des poursuites pénales en jeu? Ai-je demandé directement. Michel est resté silencieux un moment avant de répondre. Probablement. Cette réponse ne m'a pas surprise. J'avais envisagé cette possibilité depuis la veille. Tu as un avocat? Ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. J'en cherche un maintenant. Trouve-en un immédiatement. Ai-je dit. Ne laisse pas les choses devenir incontrôlables avant de commencer à te défendre. Je sais, a-t-il dit. Je vais le faire maintenant. Un bref silence s'est installé entre nous. Emma, m'a-t-il appelé. Je suis là. Je ne veux pas que tu sois entraînée là, dedans, a-t-il dit. Tu m'as déjà entraînée là, dedans, ai-je répondu. Dès la seconde où tu as mis ce sac dans ma valise. Michel n'a rien dit. Mais le reste est ta responsabilité, et je continuai. Va et règle ça. Je le ferai, a-t-il dit à voix basse. L'appel s'est terminé. J'ai posé le téléphone sur la table, sentant un poids sur ma poitrine, mais sans chaos. Au moins, les choses avançaient dans la bonne direction. La vérité était sortie, et la responsabilité commençait à prendre forme. En fin d'après-midi, j'ai reçu un autre appel. C'était Marthe, la mère de Michel. J'ai regardé l'écran un moment avant de répondre. Bonjour Marthe. Sa voix semblait incroyablement tendue. Emma, que se passe-t-il avec Michel? J'ai entendu dire qu'il y a un grave problème dans son entreprise. Je savais que cela atteindrait la famille tôt ou tard. Oui, Michel coopère en ce moment avec une enquête de l'entreprise. J'ai gardé une voix ferme. Il a fait quelque chose d'illégal? A-t-elle insisté. J'ai fait une pause d'une seconde avant de répondre. C'est lié aux finances de l'entreprise. De l'autre côté, elle a soupiré avec force. Mon Dieu, pourquoi a-t-il été si stupide? Je n'ai rien dit. Et toi? A-t-elle demandé. Es-tu impliquée? Non, ai-je répondu. Je n'ai participé à rien de tout ça. Elle est restée silencieuse un moment avant de dire « C'est bien, garde les mains propres. Ne le laisse pas t'entraîner avec lui. » Je sais, ai-je répondu à voix basse. Et vous deux? A-t-elle demandé en parlant plus lentement. Je savais qu'elle tâtait le terrain. Nous sommes encore en train de discuter, ai-je dit. Si quelque chose se passe, parle-moi, a-t-elle dit. Après tout, tu es ma belle-fille. Cette phrase, si elle me l'avait dite par le passé, m'aurait être réchauffé le cœur. Maintenant, je ne sentais que l'énorme distance qui nous séparait. Oui, je sais, ai-je répondu. L'appel s'est terminé. Je suis restée complètement immobile un moment avant de sortir sur le balcon. Il commençait à faire nuit en bas. Les voitures continuaient de passer comme n'importe quel autre jour. La vie des autres ne s'arrête pas simplement parce que la vôtre s'effondre. Je me suis demandé où je finirais après tout cela. Ce n'était pas une décision immédiate, mais un chemin clair vers l'avant. Cette nuit-là, Michel est rentré tard. Il est entré avec un visage plus épuisé que le matin. J'ai préparé le dîner, ai-je dit. Tu devrais manger. Il m'a regardé un peu surpris. Merci, Emma. Nous nous sommes assis à la même table, mais nous avons à peine parlé. L'atmosphère n'était pas aussi tendue qu'avant, mais elle était loin d'être intime. Après le dîner, Michel a dit « J'ai contacté un avocat de la défense. » Bien, ai-je répondu. Je devrais être allé au tribunal, a-t-il ajouté. J'ai hoché la tête. Prépare-toi à ça. Il m'a regardé. Et toi, y as-tu pensé? J'ai posé ma fourchette sur la table et je l'ai regardée. Je pense à nous, a-t-il précisé. Je sais, ai-je répondu. Un long silence a suivi. Je ne veux pas te presser, a-t-il dit. Mais je ne vais pas non plus faire durer ça sans raison, ai-je déclaré. Michel a hoché la tête. Je comprends, a-t-il dit. Cette nuit-là, nous avons de nouveau dormi dans des chambres séparées. Rien de plus n'a été dit, mais je savais que tout approchait fermement d'une conclusion, non pas avec une grande explosion, mais avec des pas lents, délibérés et irréversibles. Dans les jours qui ont suivi, la maison a conservé son ancienne routine, mais l'ambiance avait complètement changé. Pas de salutations le matin, pas de petites conversations pendant le dîner, tout était parfaitement fonctionnel et minimal, comme deux étrangers partageant un toit parce qu'aucun n'avait encore réussi à déménager. Michel a commencé à sortir plus souvent de la maison, non pas pour le travail, mais pour rencontrer son avocat, les enquêteurs de l'entreprise et les autorités. Parfois, il rentrait extrêmement tard, parfois il s'asseyait dans le salon jusqu'à l'aube. Je ne posais pas de questions et n'interférais pas. Son fardeau était le sien et il devait le porter seul. Quant à moi, je suis retournée au travail. Mon premier jour de retour,
je portais une tenue simple et très peu de maquillage. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que j'étais toujours moi, mais mes yeux étaient différents. Au bureau, les gens travaillaient normalement, mais je savais que certains avaient entendu parler de la situation de Michel. Des regards fugaces, des phrases à moitié terminées, tout suffisait pour comprendre. Pendant la pause déjeuner, ma chef m'a prise à part un moment. « Emma, je ne vais pas te demander de détails, mais si tu as besoin de plus de temps libre, dis-le-moi simplement. » J'ai secoué la tête. « Non, ça va. Je veux travailler. » Elle m'a regardé un moment, puis a hoché la tête. Travailler est un bon moyen de garder les pieds sur terre. J'ai souri faiblement. Elle comprenait probablement plus que je ne le pensais. Pendant les semaines suivantes, j'ai maintenu un horaire strict. Travailler le matin, rentrer à la maison l'après-midi, lire un livre ou faire le ménage. Je n'évitais pas activement Michel, mais je n'engageais pas non plus de conversation. Entre nous, l'interaction est restée au minimum indispensable. Un soir, alors que je pliais des vêtements dans ma chambre, Michel a frappé à la porte. « Emma, as-tu une minute ?» J'ai levé les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je veux parler. » J'ai posé la chemise et me suis redressée. « Entre. » Michel est entré et s'est assis sur la chaise en face de moi. Il semblait beaucoup plus mince qu'il y a quelques jours, le visage creusé. « Je viens de rentrer du cabinet de l'avocat ?» a-t-il dit. « C'est ce que j'imaginais, » ai-je répondu. « L'affaire va être portée en justice, » a-t-il dit doucement. « La gravité dépendra de ma coopération. » J'ai hoché la tête. « Es-tu mentalement préparé à ça ?»« D'y arrive, » a-t-il dit. « Mais je voulais te parler d'autre chose. » Je l'ai regardé. « Vas-y. » Il a fait une pause, comme pour ordonner ses pensées. « J'ai complètement rompu avec Linda, » a-t-il dit. Je n'ai pas réagi immédiatement. « Quand ?» ai-je demandé. « Le jour après l'aéroport, » a-t-il répondu. J'ai légèrement hoché la tête. « C'est ce que tu aurais dû faire. »« Je sais que ça ne change rien pour toi, » a dit Michel. « Mais je voulais le clarifier. »« Je comprends, » ai-je répondu. « Mais exactement comme tu l'as dit, ça ne change pas le problème de fond. » Michel a baissé les yeux. « Je sais, la pièce est devenue silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd. Cela ressemblait plus à une pause nécessaire. « Emma !» Michel s'est éclairci la gorge. « Oui, j'ai beaucoup réfléchi, » a-t-il dit. « Pas seulement à l'entreprise, mais à nous. Je l'ai observé, attendant qu'il continue. J'ai réalisé qu'il y a longtemps que j'ai cessé de te mettre à la place que tu méritais, » a-t-il dit. « Je t'ai traité comme quelque chose d'acquis, alors j'ai arrêté de faire des efforts pour te garder. » Je n'ai rien dit. J'avais ressenti cela pendant longtemps, mais l'entendre, l'admettre, a tout de même touché une corde sensible. « Je ne te demande pas pardon, » a-t-il continué. « De toute façon, je ne pense pas avoir le droit de le demander, mais je voulais dire que je comprends enfin. » J'ai expiré doucement. Comprendre est une chose, réparer en est une autre. Michel a hoché la tête. « Je sais. Alors, ne dis pas des choses juste pour te sentir mieux. Fais ce que tu as à faire. »« Je le ferai, » a-t-il répondu. Je l'ai regardé un moment et j'ai demandé. « Quels sont tes plans si tu dois faire face à une peine de prison ?» Il est resté silencieux un moment avant de dire « J'assumerai la responsabilité. »« Et ta famille ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas encore tout dit à mes parents, » a-t-il dit. Je leur ai seulement dit qu'il y avait un problème de travail. « Je pense que tu dois leur dire la vérité, » ai-je dit. Ils l'apprendront tôt ou tard. Michel a hoché la tête. Je réfléchis à la façon de le faire. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre pour regarder la rue. Les lumières jaunes s'étendaient, les voitures passaient comme n'importe quel autre jour. « Michel, l'ai-je appelé ? » ?»« Oui. Si un jour tu perds tout ce que tu avais, sais-tu comment tu vas survivre ?» Il y a réfléchi un moment. Je n'y avais jamais pensé avant, mais maintenant je pense que je devrais juste recommencer à zéro. Recommencer à zéro n'est pas facile, et je dis. « Je sais, » a-t-il répondu. « Mais c'est peu, être le prix que je dois payer. » Je me suis tournée pour le regarder. « Oui, chaque choix a un prix. » Michel s'est levé. « Et toi, as-tu pris une décision ?» La question avait enfin été posée. Je l'ai regardé sans esquiver son regard. J'y ai beaucoup réfléchi. Il a attendu. « Nous ne pouvons pas redevenir comme avant, » ai-je dit doucement. « Peu importe à quel point tu changes, ce qui s'est passé reste là. » Michel a hoché la tête comme s'il s'était déjà préparé à cette réponse. « Mais je ne veux pas non plus prendre une décision légale définitive tant que tout est encore en plein chaos. » Ai-je continué. « Je veux attendre. » « Attendre quoi ?»
a-t-il demandé. Attendre que ta situation soit complètement résolue, ai-je répondu. Attendre d'être absolument sûr que je n'agis pas sous le coup d'émotions temporaires. Michel est resté silencieux un moment avant de dire « Je respecte ta décision ». J'ai hoché la tête. Pendant ce temps, ai-je dit, nous gardons les choses exactement comme elles sont. Nous n'interférons pas dans la vie de l'autre, mais nous ne faisons rien non plus qui puisse aggraver la situation. Je comprends, a répondu Michel. Il est sorti de la chambre et a fermé doucement la porte derrière lui. Je me suis assise sur le bord du lit, regardant la chambre familière. Tout était à sa place, mais le sentiment avait disparu. Ce n'était plus le refuge d'un mariage complet, mais la salle d'attente d'un chapitre sur le point de se terminer. Cette nuit-là, j'ai beaucoup mieux dormi, non pas parce que tout allait bien, mais parce que je savais que j'étais sur la bonne voie. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. J'ai préparé du café, ouvert la porte du balcon et pris une profonde inspiration. L'air matinal était frais et léger. Michel s'est également réveillé, mais n'a rien dit. Nous nous sommes juste fait un bref signe de tête, comme deux connaissances qui se croisent. À ce moment-là, j'ai compris que certaines relations, lorsqu'elles atteignent ce point, n'ont plus besoin de mots. Chacun doit simplement suivre son propre chemin. Les jours suivants se sont écoulés avec fermeté, ni rapidement ni avec un poids étouffant. Tout est tombé dans un ordre clair, comme si nous avions tous les deux accepté nos rôles dans l'acte final de cette histoire. Michel a continué à faire des allers-retours entre l'entreprise, ses avocats de la défense et des dépositions épuisantes. Je n'ai jamais demandé de détails, mais à la façon dont il rentrait à la maison, à ses yeux et à sa posture, je savais que ça n'allait pas bien. Il y avait des jours où il s'asseyait sur le balcon pendant des heures, sans fumer, juste à regarder la rue, comme s'il essayait de digérer tout ce qui s'était passé. Un après-midi, juste après être rentré du travail, Michel m'a appelé. « Emma, j'ai besoin de te dire quelque chose. » J'ai posé mon sac et je me suis assise en face de lui. « Vas-y. » Il a pris une profonde inspiration et a parlé lentement. L'entreprise a pris sa décision officielle. Je l'ai regardé sans parler. « Je suis officiellement licencié, » a-t-il dit. Et ils ont remis les dossiers aux enquêteurs. Même si je m'y étais préparée, cette phrase a fait que l'air dans la pièce s'est refroidi. « Et Linda ?» ai-je demandé. « La même chose, » a-t-il répondu. « Mais ces charges sont beaucoup plus graves. » J'ai légèrement hoché la tête, non pas par inquiétude pour Linda, mais parce que je savais que c'était le point de non-retour définitif. « Que dit ton avocat ?» ai-je demandé. « Ils vont me mettre en examen, » a dit Michel. « Mais si je coopère pleinement, j'obtiendrai être une peine réduite. » Je suis restée silencieuse quelques secondes avant de dire « Alors, fais ce que tu as à faire. » Michel m'a regardé, baissant la voix. J'ai tout avoué. Je n'ai rien caché. « Bien, » ai-je répondu. Un silence est tombé, mais cette fois, ce n'était pas un silence d'évasion, c'était le silence de l'acceptation. « Emma ?» m'a appelé Michel. « Oui, je suis désolée, » a-t-il dit. Je l'ai regardé cette fois. Je n'ai pas réagi comme avant. Je ne l'ai ni repoussé ni accepté. Je t'ai entendu dire ça de nombreuses fois, ai-je dit. Mais c'est peu, être la première fois que tu comprends vraiment ce que ça signifie. Michel a hoché la tête sans discuter. Je n'attends pas que tu me pardonnes, a-t-il dit. Je veux juste que tu saches que je comprends que j'ai eu tort et que je paie le prix. J'ai expiré doucement. Je sais. Cette nuit-là, nous avons dîné ensemble, non pas par habitude, mais parce que nous comprenions tous les deux qu'il n'y aurait plus beaucoup de dîners comme celui-ci. Après avoir mangé, je lui ai parlé. « Michel, je pense qu'il est temps de régler notre situation. » Il a posé sa fourchette et m'a regardé. « Oui ?» Je me suis redressée, la voix calme. J'y ai réfléchi assez longtemps et j'ai pris une décision. Michel n'a pas interrompu. « Nous devons mettre un terme à cela, » ai-je dit. Quand ces mots sont sortis de ma bouche, ils n'étaient pas aussi lourds que j'avais pu le craindre. Ils étaient clairs, absolus et sans hésitation. Michel est resté silencieux. Il n'a pas semblé surpris ni ne s'est opposé. Il a seulement légèrement hoché la tête. « Je comprends, » a-t-il dit. « Je ne fais pas ça par colère, » ai-je continué. « Je le fais parce que je sais que si nous continuons, aucun de nous ne pourra jamais vivre une vie normale. » Michel a baissé les yeux vers la table. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de rester. Je n'ai pas besoin que tu me demandes de rester, » ai-je dit. « J'ai juste besoin d'une conclusion. »« D'accord ?» a-t-il acquiescé. « Nous commencerons bientôt les procédures légales, »
ai-je dit. Quand ta situation juridique se sera un peu stabilisée. D'accord, a répondu Michel. Un long silence s'est étendu, mais il ne me dérangeait plus. C'était un point final, un point placé à la fin d'une phrase terminée. Emma m'a appelé Michel. Je t'écoute. Merci d'avoir été direct avec moi. Je l'ai regardé. C'était le moins que je puisse faire pour nous deux. Cette nuit-là, j'ai emballé le reste de mes affaires personnelles, non pas parce que j'allais partir sur le champ, mais parce que je voulais être prête. J'ai plié mes vêtements et les ai mis dans la valise. La même valise qui m'avait conduite à la découverte était maintenant l'objet que j'utilisais pour partir. La vie a vraiment une étrange façon de boucler la boucle. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Michel était déjà parti. Il avait laissé une petite note sur l'îlot de la cuisine. Je vais au cabinet de l'avocat. Reste à la maison aussi longtemps que tu en as besoin. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je suis restée à regarder la note un moment, puis je l'ai pliée. Je ne l'ai pas appelée. À midi, j'ai pris le train pour retourner chez mes parents à Lyon. Quand je suis entrée, ma mère m'a regardée longuement. « Tout va bien, ma chérie ?» a-t-elle demandé. Je me suis assise et j'ai parlé doucement. Michel et moi allons divorcer. Elle est restée silencieuse quelques secondes avant de soupirer. Je m'en doutais. Je l'ai regardée. « Tu es en colère contre moi ?» Elle a secoué la tête. « Non, le mariage est un engagement pour la vie. Si tu ne peux pas le tenir, lâche-le, mais le lâcher de la bonne manière est ce qui compte. » J'ai hoché la tête. Ces mots étaient simples, mais ils m'ont rassurée car ils m'ont fait sentir que je ne m'étais pas trompée en choisissant cette voie. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Je vais bien, » ai-je répondu. « Au moins je sais exactement ce que je fais. » Ma mère a posé sa main sur la mienne. C'est la seule chose qui compte. Je suis restée à Lyon jusqu'à l'après-midi, puis j'ai repris le train pour la maison à Paris. Non pas parce que je voulais y retourner, mais parce que j'avais besoin de régler ce qui restait en suspens. Cette nuit-là, Michel est rentré. Il a vu ma valise prête dans un coin du salon, mais n'a pas posé de questions. « Tu l'as dit à ta mère ?» a-t-il demandé. « Oui, » ai-je répondu. « Qu'a-t-elle dit ?»« Elle respecte ma décision. » Michel a hoché la tête. « Moi aussi je l'ai dit à mes parents. Comment ont-ils réagi ?» ai-je demandé. « Ma mère est anéantie, » a-t-il dit. Mais elle ne te blâme pas. Je n'étais pas surprise. Marthe, malgré tout, était une femme raisonnable. Nous nous sommes assis et avons très peu parlé. Il ne restait plus rien à débattre, rien à sauver. « Emma, » a dit Michel. « Oui, prends bien soin de toi. » Je l'ai regardé et j'ai souri faiblement. « Toi aussi. » Pas de grandes promesses, pas de s'il y a une autre vie. Juste deux personnes qui furent autrefois mari et femme, se souhaitant la chose la plus simple. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la chambre. Je me suis allongée sur le canapé, regardant le plafond. L'espace était familier, mais mon cœur était différent. Je n'étais plus la femme passive qui attendait dans l'obscurité. J'étais la femme qui avait choisi de partir au moment où elle avait compris qu'elle n'était plus respectée. Le lendemain matin, j'ai porté ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Michel était là, sans faire aucun mouvement pour m'arrêter. « Je pars », ai-je dit. « Oui », a-t-il répondu. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Le soleil du matin m'a frappé les yeux, légèrement aveuglant, mais incroyablement clair. Je n'ai pas regardé en arrière, non pas parce que j'avais le cœur froid, mais parce que je savais qu'une fois que l'on franchit certaines portes, il n'y a plus besoin de regarder derrière. Mon mariage ne s'est pas terminé par une grande dispute criarde, mais par un silence assez long pour que nous comprenions tous les deux qu'il ne restait plus rien à quoi s'accrocher. Et parfois, c'est le genre de fin la plus vraie. L'histoire se termine ici, mais ce qui reste ne se trouve pas dans les erreurs ou la douleur, mais dans la manière dont chaque personne a choisi de l'affronter. Les mariages ne se brisent pas par manque d'amour au début, mais parce qu'en chemin, les gens oublient comment protéger ce qu'ils ont un jour valorisé. Dans la vie, personne ne peut complètement éviter de perdre son chemin, mais prendre le mauvais chemin une fois n'est pas aussi effrayant que de savoir que l'on est sur le mauvais chemin et de choisir quand même de continuer à y marcher. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans le fait de ne jamais trébucher, mais dans sa capacité à s'arrêter, à réfléchir et à corriger sa trajectoire. Emma a choisi de partir non pas parce que l'amour avait disparu, mais parce qu'elle a compris que s'accrocher à une relation où la confiance était brisée ne ferait que les épuiser tous les deux. Quant à Michel, ce qu'il a perdu n'est pas seulement sa carrière ou son mariage, mais une profonde leçon sur la responsabilité et les décisions. Ce qui s'est passé n'était pas un accident, c'était l'aboutissement de petites décisions calculées au fil du temps. Il y a un vieil adage dans la vie.
La véritable supériorité ne réside pas dans celui qui a le plus de succès, mais dans celui qui maintient son intégrité le plus longtemps. L'argent peut être regagné, la réputation peut être reconstruite. Mais une fois que vous perdez votre décence fondamentale, regagner la confiance de quelqu'un est presque impossible. Dans une famille, le plus précieux n'est pas la taille de la maison, ni la richesse accumulée, mais la sincérité authentique que vous vous donnez mutuellement. Il s'agit de choisir de se tenir la main au milieu de la tempête plutôt que de se tourner le dos, mais si une partie a déjà lâché la main, l'autre doit être assez forte pour partir sans amertume, sans s'accrocher à quelque chose qui ne lui appartient plus. Et par-dessus tout, où que nous allions ou quoi que nous fassions, nous devrions toujours nous souvenir de nos racines, se souvenir des parents qui ont passé leur vie à nous apprendre à être des personnes décentes, vivre d'une manière qui vous permette de rentrer à la maison sans honte. C'est la chose la plus précieuse à protéger. La vie n'est pas parfaitement juste, mais la cause et les faits sont toujours extraordinairement clairs. Vous récoltez exactement ce que vous semez. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, au lieu de rechercher des avantages à court terme, choisissez de vivre avec honneur et bonté. Vous marcherez peu, être un peu plus lentement que les autres, mais votre cœur sera léger et vos pas seront fermes. Cette histoire se termine sur une fin imparfaite, mais elle ouvre un chemin beaucoup plus clair pour tous les deux. Il y a de la perte, il y a du regret, mais il y a aussi de la croissance. Et parfois, c'est la chose la plus importante de toutes, que tous ceux qui écoutent cette histoire apprennent à valoriser ce qu'ils ont, à ralentir un peu, à réfléchir un peu plus profondément et à choisir la bonté un peu plus souvent. Car à la fin, ce qui reste le plus longtemps dans la vie d'une personne, ce ne sont pas ses succès ou ses échecs, mais la façon dont elle a choisi de vivre.